Je veux parler du Kia Asylum et des guerres Zara. L'affaire Maurice, concluons. Concluons comme l'asile Kia, concluons. Les gars, c'était sympa à l'asile Kia. Asile, ça a été amusant. Je ne sais même pas comment le dire. Je n'y suis même pas restée si longtemps. Mais je suis ici à l'asile Kia. Ils disent que je dois perdre 13 kilos, donc je suis jugée trop grosse. Ou si j'ai un tube. L'asile de Kia. Je ne sais pas. Fais juste ce que tu veux, toujours. Reste fidèle à toi-même. Et si je te le disais? Il existe un endroit dans l'industrie musicale dont personne ne parle. Ce n'est pas un label, ni une liste noire, c'est quelque chose de bien plus sombre. On l'appelle l'asile de Kia. C'est là que vont les artistes quand le buzz disparaît. Quand les succès s'arrêtent, quand l'industrie passe discrètement à autre chose, Bebe Rexha, Rita Ora, Fergie, Madison Beer, Goja, elles ont toutes fini là-bas à un moment donné. Une fois dedans, rares sont ceux qui en sortent. Mais certains y arrivent. Demi Lovato, Pink Pantheress, Benson Boone, Conan Gray, ils s'en sont sortis. D'une manière ou d'une autre, ils ont percé le système. Et puis il y a Charlie XCX. Elle a récemment rompu avec Brad, mais le plus effrayant, c'est si s'échapper n'était pas définitif. Parce que je n'y retournerai pas, tu sais. J'ai entendu dire qu'il laisse les portes de l'asile ouvertes pour moi. J'adore y retourner parfois. On dirait que tout le monde s'y sent chez soi. Commençons par les artistes qui sont actuellement piégés. Bibi est né sous le nom de Bleda Rexha le 30 août 1989 à Brooklyn, New York. Son père, Flamur Rexha, est né à Debar, en République de Macédoine, et il a immigré aux États-Unis à l'âge de 21 ans. Sa mère, Bukurja Rexha, est née aux États-Unis et est d'origine albanaise avec de la famille en Macédoine. Maintenant que j'y pense, sais-tu qui d'autre vient de Macédoine? Mon ancien co-animateur est la superstar de YouTube connue sous le nom d'Azi, ou Aziland. Nouveau Aziland. Le père de Bibi travaillait comme cuisinier et faisait aussi quelques petits boulots pénibles pour gagner un peu plus d'argent. Il était également un père extrêmement strict et exigeait que Bibi rentre directement à la maison après l'école. Elle a un frère cadet, Florin, avec qui elle reste très proche aujourd'hui. Le prénom de naissance de Bibi, Bleda, signifie bourdon en albanais. Tout le monde s'est mis à l'appeler Bibi, pour faire plus court. Elle a commencé à chanter à 4 ans, admirant Jasmine d'Aladin et Ariel de La Petite Sirène. Ma bande originale Disney préférée serait sûrement La Petite Sirène. Je me souviens que quand j'étais petite, je la regardais en boucle et je chantais les chansons encore et encore. Christina Aguilera, Britney Spears et Lauryn Hill ont aussi influencé les goûts musicaux de Bibi en grandissant. À l'âge de 6 ans, sa famille a déménagé à Staten Island, New York. Et à l'école primaire, Bibi a rejoint la fanfare de l'école où on lui a attribué la trompette. Elle aurait préféré maîtriser la flûte. Quoi qu'il en soit, elle a passé d'innombrables heures dans sa chambre à essayer de comprendre comment jouer de cet instrument. Ça sonne incroyablement bien. Ça sonne incroyablement bien. Je l'ai vu. Attends, j'essaie de faire la gamme. Attends un instant. Elle a appris seule la guitare, le piano et joué les rôles principaux dans les spectacles scolaires. La première fois que je me souviens avoir chanté en public, c'était à l'école primaire. J'ai chanté une chanson d'Annie et c'était l'expérience la plus incroyable et exaltante. Bibi a fréquenté le lycée Tottenville où elle a rejoint la chorale et elle est rapidement devenue une star, racontant à tous ses amis ses projets de devenir un jour une chanteuse célèbre. Elle a écrit sa première chanson à l'âge de 14 ans. Sa mère a appris par une collègue l'existence de la chasseuse de talent new-yorkaise Samantha Cox. L'adolescente Bibi a rencontré Samantha qui à l'époque travaillait avec des artistes émergents nommés Kesha et Lady Gaga. Elle a dit à Bibi que ses filles se distinguaient car elles écrivaient leurs chansons. Bibi s'est donc inscrite à un cours d'écriture pour adultes, étudiant tous les genres musicaux. Elle passait aussi de nombreuses heures dans sa chambre à apprendre GarageBand et Logic Pro Tools pour enregistrer ses propres démos. La jeune fille, très déterminée, a sacrifié sa remise de diplôme et son bal pour se consacrer à la musique. C'est écrit. Ruby, Ruby, bébé, laisse faire. Pour continuer à gagner de l'argent, Bibi travaillait chez Saks derrière le comptoir des parfums. Puis un jour, Rihanna est entrée et Bibi a essayé d'engager la conversation. Mais Riri, elle l'a ignoré. Bibi a eu sa première grande opportunité en chantant lors du Grammy Day de l'Académie nationale des arts et des sciences de l'enregistrement. Bibi a surpassé 700 candidats pour gagner le prix de meilleure auteure-compositrice adolescente. À partir de là, elle a été propulsée sur la scène musicale de New York. Et il y avait un producteur de disques à succès en particulier qui a traité la jeune étoile montante de 19 ans de manière inappropriée. Elle a confié au journal qu'il lui massait pieds et dos et l'appelait pour demander « Qu'est-ce que tu portes ?»
Un jour au studio, j'ai senti le danger car il était entouré de ses gars. Je lui ai dit que c'était un connard et qu'il se comportait de manière déplacée avec moi. J'ai dit « Va te faire foutre !» J'ai appelé une voiture et je suis parti. Mais Bibi ne croisait pas que des pervers sur sa route. Pete Wentz de Fall Out Boy a découvert ses enregistrements en studio en 2010. Après avoir été présentés l'un à l'autre, ils se sont tout de suite bien entendus. Et Bibi est devenue la chanteuse principale de son groupe expérimental appelé Black Cards. Ensemble, le groupe a fait des tournées et sorti plusieurs singles, le plus populaire étant Dr. Jekyll and Mr. Fame. Le groupe s'est séparé en 2012 et il y a eu une guerre d'enchères pour signer Bibi en tant qu'artiste solo. J'étais encore une nouvelle artiste et c'était la première fois que je signais un contrat. J'ai signé chez Decadence puis avec Ellie Raid chez Iceland. En 2013, elle a décroché un contrat avec Warner Bros. Records, mais au lieu de se faire un nom, Bibi s'est retrouvée à écrire pour d'autres artistes. En 2010, il y avait le morceau Glowing de Nicky Williams. En 2013, elle a écrit Like a Champion pour Selena Gomez et a été invitée sur le titre Take Me Home de Cash Cash. Toujours en 2013, une chanson qu'elle avait écrite et enregistrée 6 ans plus tôt est arrivée jusqu'à Eminem et a finalement été chantée par Rihanna. Et j'avais genre $200 sur mon compte et c'est à ce moment-là, tu sais, que personne ne répondait à mes appels. Et puis, quand j'ai fait The Monster, c'est là que tout a un peu... Ça a changé ma vie. Ça a vraiment tout changé. Au début... Bibi pensait qu'elle allait chanter avec Eminem. À contre-cœur, elle a dû accepter ce que sa maison de disques lui proposait. Il est important de noter que ses chœurs figurent sur l'enregistrement. Et le succès de la chanson, eh bien, il a commencé à ouvrir de vraies portes à la jeune star. Elle a ensuite sorti son premier single, I Can't Stop Drinking About You, en 2014. En interprétant son premier EP, I Don't Want to Grow Up, Bibi a continué d'apparaître sur les morceaux d'autres artistes, notamment This Is Not a Drill de Pitbull et Hey Mama de David Guetta avec Nicki Minaj. Bibi n'était pas d'abord créditée sur la chanson, mais elle s'est battue pour obtenir la reconnaissance méritée. Il y a eu beaucoup de détracteurs sur sa route vers le succès, mais le travail acharné, la passion et la détermination lui ont permis de persévérer. Son prochain grand succès est venu grâce à son travail en tant que co-auteur et artiste invité sur Me, Myself and I de G-Eazy. La chanson a atteint la 7e place du Billboard Hot 100 et elle a même été interprétée lors des MTV VMAs de 2016. Encore une fois, Bibi a été considérée comme une novice quand Britney Spears a été choisie pour chanter avec G-Eazy. Pourtant, sa carrière était déjà florissante. En 2016, elle a obtenu des crédits d'écriture avec Nick Jonas et Iggy Azalea. Elle a sorti son propre single, No Broken Hearts, avec Nicki Minaj et MTV s'est rattrapé pour tout le fiasco avec Britney Spears en lui demandant d'animer les MTV VMAs 2016 où elle a également interprété sa chanson I Got You. Ce n'est pas si difficile de gagner $1 par jour dans ces rues. Rita est née à Pristina, en Yougoslavie. Son nom de famille, Saedzia, était un clin d'œil à l'héritage familial d'horloger. Son père lui a aussi donné le nom Ora, qui signifie « notre », parce qu'il était plus facile à prononcer. Sa mère, Vera, était psychiatre et son père, Besnik, tenait un pub. Ils sont d'origine albanaise, ce qui, durant l'enfance de Rita, était considéré comme un crime sous le régime brutal de Slobodan Milosevic. Le dictateur criminel de guerre voulait rassembler tous les Albanais du pays pour les exécuter. Après avoir passé les premiers mois de la vie de Rita dans un immeuble des Balkans à Pristina, la famille de Rita a décidé de fuir la Yougoslavie et de s'installer à Londres lorsque Rita avait environ 1 an. Lors de son séjour à Londres, Rita se rappelle que dans son enfance, sa famille vivait entassée dans un petit appartement d'une pièce à Earl's Court. Après la naissance de son frère Don en 1998, la famille a déménagé au nord, à Canal Rise, et son père a acheté son pub. Rita sait combien sa famille s'est sacrifiée dans ses premières années. Elle a dit que sa mère étudiait la médecine le jour et travaillait comme serveuse la nuit. Pendant ses premières années d'éducation, Rita a fréquenté l'école primaire CU à Earl's Court et allait ensuite exprimer son côté plus créatif à la Sylvia Young Theatre School. Donc, à 14 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu commences... Donc, j'ai commencé à écrire des chansons. J'ai donc commencé à écrire des chansons pour des artistes et ça a vraiment bien marché. Oui, j'écrivais des chansons pour des gens et juste après l'école, alors que les autres allaient à la cour de récréation, moi, j'allais au studio, tu vois? Bien qu'elle ait commencé sa carrière plus tard, elle chantait depuis son enfance et, dès 15 ans, se produisait régulièrement dans le pub de son père. À cette époque, sa mère a été atteinte d'un cancer du sein et Rita a arrêté d'aller à l'école pour la soutenir. Heureusement, sa mère s'est complètement rétablie. En chantant dans le pub de son père et lors des soirées open mic à Londres, Rita a eu sa première opportunité. En 2007, elle est apparue sur le morceau de Craig David intitulé Awkward. Puis, en 2008, elle est apparue sur Where's Your Love avec Tianchi Strider. Avec une famille à l'ancienne, Where's Your Love? Where's Your Love? Where's Your Love? En 2008, elle a passé une audition pour l'Eurovision sur la BBC.
Après quelques épisodes, elle a déclaré qu'elle ne se sentait pas prête et que ce défi n'était pas pour elle. À l'époque, sa manageuse, Sarah Stinnett, l'a rassurée en lui disant que ce n'était pas sa seule chance de réussir. Peu de temps après, Sarah Stinnett a contacté le label américain Roc Nation et leur a parlé d'Aura. Elle a été présentée à Jay-Z et a signé avec le label dans les 48 heures, suivant son arrivée aux États-Unis en décembre 2009. Je suis allée le voir directement, sans même prendre de douche. Tu te rends compte? Je devais vraiment pas sentir la rose. Après avoir signé avec Roc Nation, Aura a passé beaucoup de temps au début à sortir des reprises et des vidéos sur YouTube où elle travaillait sur son premier album. Les vidéos ont attiré l'attention de DJ Fresh. Il avait demandé à Aura de collaborer sur son morceau Hot Right Now. La chanson est sortie en 2012 et a atteint la première place des ventes au Royaume-Uni. Elle a assuré la première partie des tournées de Drake au Royaume-Uni et de la tournée Melody Loto de Coldplay. Durant la tournée avec Coldplay, elle a annoncé que son premier album s'appellerait Aura. L'album s'est bien vendu commercialement et a débuté à la première place. En 2012, Rita a été nominée pour la meilleure nouvelle artiste du Royaume-Uni et d'Irlande, ainsi que pour l'artiste Push aux MTV Europe Music Awards. En plus de la musique, Aura n'est pas étrangère à la télévision ni au grand écran. Elle est apparue dans des émissions télévisées telles que Spives, The X Factor et Empire. Au cinéma, vous avez peut-être vu Aura dans Fast and the Furious 6 ainsi que dans 50 nuances de Grey. Écoutez bien, ici on a l'habitude d'obtenir ce qu'on veut. C'est Londres, bébé. Elle est également connue pour avoir récemment obtenu quelques contrats de sponsoring très en vue. Elle est devenue le visage des campagnes publicitaires de Coca-Cola et du Samsung S6. Alors qu'elle continue d'être extrêmement chanceuse et concentrée sur sa carrière, Rita s'investit aussi pour les autres. Depuis 2013, elle a participé à plusieurs concerts caritatifs, dont Band Aid 30, qui a permis de récolter des fonds pour la crise d'Ebola de 2014 en Afrique de l'Ouest. Ils savent que c'est Noël. De plus, en mars dernier, elle a prononcé un discours sur l'immigration concernant la crise des réfugiés syriens lors de l'événement We Day organisé par Free the Children. Avec une nouvelle ligne de vêtements qui sort et son intérêt pour travailler davantage dans l'industrie du cinéma, il semble que l'histoire de Rita, passée de la misère à la richesse, ne fera qu'ouvrir encore plus de portes pour elle à l'avenir. Cours trop vite, saute trop haut, marche trop longtemps, essaye toujours d'en demander plus. Fergie est née Stacey Ann Ferguson le 27 mars 1975 à Escondia Heights, en Californie. Elle a des origines anglaises, irlandaises, mexicaines, amérindiennes, un peu écossaises et va savoir ce qu'est exactement le luxembourgeois. Dieu des faits! Elle a une sœur qui s'appelle Dana Ferguson et ses parents, Teresa Ann Gore et John Patrick Ferguson, sont tous les deux enseignants. Ils ont divorcé quand elle était jeune. Élevée dans la foi catholique romaine, elle a étudié au collège Messa Robles et au lycée Glenn A. Wilson, où elle était pom-pom girl, excellente élève, championne d'orthographe et scout. Elle a plus tard révélé avoir été une enfant hyperactive. Les médecins voulaient lui prescrire du Ritalin, mais sa mère a refusé. Elle souffre aussi d'un trouble du déficit de l'attention. Alors, à quoi sert exactement le Ritalin? Il agit sur certains produits chimiques dans le cerveau et peut aider à contrôler certains des symptômes du TDAH. Elle a assisté à son premier concert à l'âge de 6 ans. C'était un concert de Tina Turner. Et à partir de là, elle est devenue obsédée par l'idée de devenir elle-même une artiste. Elle a commencé à prendre des cours de chant et de danse. Et à 10 ans, elle avait déjà trouvé un agent puis décroché un travail comme actrice de doublage dans 2 dessins animés Peanuts réalisés pour la télévision, ainsi que dans l'émission télévisée Charlie Brown. Elle était la voix de Sally. Comment peut-il subvenir aux besoins de sa femme? Il dort tout le temps. De 1984 à 1989, elle a joué dans l'émission télévisée Kids Incorporated et a été la membre du casting la plus présente, apparaissant dans les 6 premières saisons sur les 9 que compte la série. Un second souffle, encore un essai, donne tout, apprends à te battre. À la fin de ce contrat, à seulement 14 ou 15 ans, elle avait déjà accompli beaucoup. Dès lors, elle s'est adaptée à une vie plus normale en rejoignant le lycée John F. Kennedy à Granada Hills, Californie. Cependant, sa carrière sur scène n'était pas terminée pour autant. Elle s'est jointe à ses camarades Stephanie Riddell et Renee Sandstorm pour fonder le groupe Wild Orchid. Je veux m'intégrer. Après le lycée, les filles ont brièvement assuré la première partie de Cher et de NSYNC, où Fergie est brièvement sortie avec Justin Timberlake. C'était juste avant que lui et Britney Spears ne deviennent, vous savez, les jumeaux du jean. Maintenant, en repensant à ses années d'adolescente, Fergie a révélé qu'elle faisait vraiment beaucoup la fête.
Elle a déclaré « J'ai commencé à prendre de l'ecstasy, puis je suis devenu accro à la méthamphétamine. Mon poids est descendu à 40 kilos. J'ai menti à mes amis en disant que j'étais boulimique. Ce n'était pas seulement la drogue. » Elle a également admis qu'à 18 ans, elle avait eu une période de débauche sexuelle. « J'ai eu des expériences lesbiennes dans le passé. Je ne dirai pas avec combien d'hommes j'ai couché, mais je suis une personne très sexuelle. » Lorsqu'elle ne consommait pas de méthamphétamine ni n'avait de relations sexuelles, elle passait encore des auditions pour des rôles d'actrice. Elle a même obtenu un rôle dans Mariée, 2 enfants. Pour m'intégrer, salut, j'avais un chaton. Puis-je passer devant dans la file? Absolument. Mais les drogues ont fini par la détruire. Elle a eu des hallucinations et pensait que la CIA ou le FBI la poursuivait. Elle a déclaré « Au plus bas, je souffrais de psychose et de démence induite par la drogue. J'hallucinais tous les jours. Il m'a fallu 1 an après avoir arrêté cette drogue pour que mon cerveau se stabilise et que je cesse d'avoir des hallucinations, comme voir un lapin de bière apparaître. » Elle s'est tournée vers l'église pour obtenir de l'aide et elle a parlé à Dieu. Elle pensait qu'on lui avait donné tant de dons et elle savait vraiment qu'elle les gaspillait. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé d'arrêter du jour au lendemain et qu'elle a commencé à pratiquer l'hypnothérapie. Elle appelle maintenant la méthamphétamine le petit ami le plus difficile avec lequel elle ait jamais dû rompre. Il verrait rapidement le soleil se lever pour un enfant et boirait si cela n'aidait pas. Avec le recul, Fergie attribue son départ de Wild Orchid à sa consommation de drogue et à sa frustration face à l'image du groupe. À cette époque, Kim Hill avait décidé de quitter les Black Eyed Peas en raison de divergences créatives. Le groupe cherchait une nouvelle chanteuse pour leur chanson Shut Up. Fergie s'est si bien entendu avec eux lors de l'enregistrement qu'ils ont finalement enregistré 5 autres chansons ensemble. Sur l'album Ella Funk, Fergie est devenu un membre officiel des Black Eyed Peas et le titre Where's the Love a atteint la 8e place du Billboard Hot 100. Il a aussi dominé les classements à l'international. Durant les 2 ans suivants, les Black Eyed Peas étaient au sommet et présents à chaque tapis rouge. Il participait à des cérémonies de prix, voyageait mondialement et dominait les classements, remportant même des Grammy Awards. Son travail a attiré l'attention de Josh Duhamel, qu'il a remarqué en la voyant danser dans le clip Hey Mama, où elle porte une petite jupe. Et il dit « Cette fille danse comme si elle voulait vraiment faire carrière. » Cette fille danse comme si elle voulait vraiment faire carrière. Cette fille danse comme si elle... Je ne l'oublierai jamais. C'est ce qu'il a dit. Regardons si elle dansait vraiment aussi fort. Elle l'était. Je dois dire que la déclaration de cet homme était tout à fait exacte. En 2006, Fergie a réalisé son rêve de toujours en sortant un album solo intitulé La Duchesse. Pour Fergalicious, Glamorous et Big Girls Don't Cry, ce furent d'énormes succès. Elle est aussi revenue au cinéma, apparaissant dans Poséidon et Grindhouse. Et c'est sur le plateau de la série télévisée Las Vegas que Fergie et Josh se sont rencontrés dans la vraie vie. J'ai essayé de trouver un extrait où ils jouaient ensemble et j'en ai trouvé un, même s'il est en espagnol. Ton accent est très bon et il y a un tu sais qu'à, je ne le savais pas. Elle et Josh se sont très bien entendus dans la vraie vie et se sont mariés en 2009 lors d'une cérémonie catholique, la même année où Fergie a rendu publique sa bisexualité. Drôle de timing. Il y a aussi eu un scandale après leur union lorsqu'une stripteaseuse nommée Nicole Forrester a affirmé avoir eu une aventure d'un soir avec Josh dans un hôtel à Atlanta. Il a qualifié ces allégations de ridicules. Eh bien Fergie, elle a décidé de changer légalement son nom en Fergie Duhamel en 2013, la même année où le couple a accueilli un petit garçon. Fergie a commencé à travailler sur son 2e album, Double Duchess, mais étant maman, elle a pris son temps. Entre 2015 et 2016, tout ce que le monde a eu, ce sont des singles, y compris MILF, qui est un clip explosif. Je le recommande vivement. J'ai ça, j'ai cet argent de MILF. Tu as ça, tu as ça, tu as cet argent de MILF. Elle et Josh ont divorcé en 2017. Apparemment, c'était sa décision. Rien n'est pire qu'une femme blessée, et Fergie s'est remise au travail. Elle a sorti son 2e album studio, Double Duchess, qui comprenait des collaborations avec Nicki Minaj, YG et Rick Ross. Elle a pris le rôle d'animatrice pour l'émission de compétition de chant The Four, puis elle a chanté l'hymne national lors du NBA All-Star Game. Son interprétation de la Star Spangled Banner est jugée inoubliable et est rapidement devenue un mème, une blague récurrente. Jimmy Kimmel, il a dû s'excuser pendant son monologue d'ouverture dans l'émission Jimmy Kimmel Live parce qu'on l'a surpris en train de rire pendant qu'elle chantait. En gros, tout Internet s'est acharné sur sa performance. Et Fergie, eh bien, elle s'est depuis excusée. J'ai toujours été fier d'interpréter l'hymne national et hier soir, je voulais tenter quelque chose de spécial pour la NBA.
Je prends des risques artistiques, mais cette interprétation n'a pas eu le ton voulu. J'aime ce pays et j'ai fait de mon mieux. Passons à une autre partie. Sa performance est restée la vidéo la plus populaire sur YouTube toute la semaine suivante. Et tu sais ce qu'on dit? Toute publicité est bonne à prendre. Dans la vidéo, je lis juste les paroles sur mon téléphone, donc si j'avais voulu me faire remarquer, j'aurais fait plus d'efforts. Madison L. Beer est née à Jericho, dans l'État de New York, le 5 mars 1999 dans une famille juive. Son père, Robert Beer, construit des maisons de luxe et sa mère, Tracy, est décoratrice d'intérieur. Elle est aussi très proche de son frère cadet Ryder, selon Instagram. Madison doit beaucoup à ses parents pour ce qu'elle est devenue. Son père est très sociable, tandis que sa mère est plus réservée et casanière. Madison elle-même est un mélange des deux. Elle a confié à Elite Daily: « Un vendredi soir, je peux soit faire la fête à fond, soit être au lit endormie à 21h. Mes amis ne savent jamais à quoi s'attendre avec moi. » Enfant, Madison a fréquenté le camp de vacances Point Pine Pines dans le nord de l'État de New York. Elle a un jour écrit sur Instagram, dans un post depuis supprimé: « Merci au camp Point Pines, tu m'as tout appris. » C'est une tuerie. Si tu te demandes, je crois qu'elle parlait de ses talents en poterie. C'est une technique de poterie avancée, ce que je sais parce que hier soir, j'ai lu toute l'encyclopédie de la poterie. En 2012, Madison a célébré sa bat mitzvah avec un thème Madison Square Garden. Tu vois le jeu de mots? Jamais du genre à fuir les projecteurs, Madison en a profité pour chanter à tue-tête « Life's a Beach ». Peu de temps après, Madison, alors âgée de 12 ans, a commencé à poster des vidéos d'elle-même sur YouTube. Et même si cela n'a pas été bien accueilli par les enfants de son école, elle se souvient d'avoir été beaucoup tourmentée et taquinée à l'époque. Cela a tout de même attiré l'attention de quelqu'un d'assez important. Selon l'histoire, elle venait de poster 3 vidéos d'elle en train de chanter sur YouTube. Mais lorsqu'elle a mis en ligne une 4e vidéo, une reprise de At Last d'Etta James, Justin Bieber a remarqué cette vidéo et en a parlé sur Twitter. Après cela, elle et sa famille ont déménagé à Los Angeles pour profiter de la célébrité de Madison. Arrivée à Los Angeles, Madison signe avec Iceland Def Jam Records grâce à Scooter Brown, qui gère alors tous ses faits et gestes. D'abord, un clip pour sa chanson Pop Melodies est sorti, avec une apparition de Justin Bieber. À 15 ans, elle a sorti un autre single, Unbreakable, un morceau de danse électronique sur l'acceptation de ses défauts. Mais Madison s'est vite rendu compte de quelque chose. Island Records avait une vision différente de sa carrière. Le fossé s'est accentué quand aucune chanson de Madison n'a figuré dans les classements. Elle a déclaré à Elite Daily: « Personne ne pensait comme moi. Ils voulaient des musiques pour ados. Mais moi, je voulais tout casser et sortir de ma coquille, même si j'étais limitée par mon âge. » En 2016, Madison et Island Records se sont séparés pour suivre chacun leur chemin. À ce moment-là, Madison se sentait déprimée et pensait que toute l'industrie l'avait laissé tomber. Au lieu de chercher un nouveau label, Madison a préféré faire une pause pour se recentrer, consciente de ses problèmes de santé mentale. Au lieu de se consacrer à la musique, Madison s'est concentrée sur la construction de son image sur Instagram. Aujourd'hui, elle pense que cette décision était peut-être une erreur, étant donné à quel point les réseaux sociaux sont devenus toxiques. Les réseaux sociaux te rendent obsédé par l'image. Ta chanson en parle clairement. Mais ça te pousse à mettre toute ta valeur personnelle dans le nombre de likes que tu reçois, combien de commentaires il y a, c'est juste les abonnés et tout ça. Oui, je sais, mais c'est comme... Ne t'inquiète pas pour tes abonnés, concentre-toi sur l'argent. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Allez, franchement. Ouais, et la vraie vie, alors? Ouais. C'est vrai. Est-ce que tu fais des pauses loin des réseaux sociaux? Oui, je le fais. J'ai déjà pris des pauses d'1 mois et mon équipe publie alors à ma place. Je trouve ça sain de prendre du recul et de ne pas toujours être sur son téléphone. Mais elle ne regrette pas d'avoir quitté Island Records et d'avoir suivi la voie qu'elle a choisie pour elle-même. 2 ans après avoir quitté Island Records, Madison a retrouvé sa voie. Après s'être consacrée à elle-même, Madison était prête à reprendre le travail. En février 2018, elle a sorti un EP, As She Pleases, sans l'appui d'une grande maison de disques. C'était le début d'une nouvelle ère pour Madison, qui montrait désormais clairement ses influences. 4 semaines plus tard, toutes les dates de sa tournée nord-américaine étaient complètes. Son single Home With You a atteint la 22e place du classement Billboard Mainstream Top 40. Puis en 2019, elle a sorti un nouveau single, Dear Society, qui détaille sa relation compliquée avec les réseaux sociaux. En août de cette année-là, elle a signé avec Epic Records et plus récemment, elle a sorti 2 singles à succès en 2020, Selfish et Good and Goodbye. Gauthier est né sous le nom de Wouter de Bakker le 21 mai 1980 à Bruges, en Belgique. Qu'est-ce que tu te rappelles de la Belgique?
toute ma famille que j'ai revue récemment, ce qui est agréable. Et oui, eh bien, je me souviens d'avoir été jeune et très enthousiaste à propos des bandes dessinées. Et donc, j'ai gardé mon intérêt pour ça parce que je m'intéresse toujours beaucoup aux romans graphiques. Quand Wouter était petit, ses parents ont déménagé de Belgique en Australie, ont vécu quelques années à Sydney, puis se sont installés à Melbourne. Maintenant, je vais l'appeler Gauthier tout au long de cette vidéo, simplement parce que Wouter, c'est un peu trop pour moi. Donc, la mère de Gauthier, c'est elle qui lui a donné le surnom de Gauthier, simple jeu de mots basé sur la version française de son vrai nom. Mais quand il a fallu inscrire Gauthier à l'école, eh bien, ses parents ont décidé de l'inscrire sous l'équivalent anglais, qui était Walter. C'était l'enfant, Walter, ou Gauthier, ou Woutier. Eh bien, ses premiers instruments de prédilection étaient les claviers et la batterie. Puis, après avoir écouté l'album de Depeche Mode, Songs of Faith and Devotion, Will se mit à avoir envie de créer sa propre musique. Au moment où il est entré dans l'adolescence, Will Gauthier formait son premier groupe appelé The Downstairs, avec 3 de ses meilleurs amis du lycée. Cependant, une fois l'école terminée, le groupe s'est lui aussi dissous. Alors qu'il étudiait à l'université de Melbourne, Will Gauthier a emménagé dans une maison qu'il appelait la Frat House, où ses amis musiciens se retrouvaient souvent. Les premières graines de sa carrière musicale ont été plantées alors qu'il vivait ici, après qu'il ait reçu en cadeau une grande collection de vinyles d'un homme qui vivait à l'étage. Cet homme, après avoir entendu Gauthier et ses amis répéter des années et perdu sa femme, a offert sa précieuse collection de disques à Gauthier, qui s'est alors lancé dans la musique à base de samples. Grâce à ces disques, Gauthier a sorti son premier single Out Here in the Cold. Il l'a ensuite ajouté à d'autres chansons dans un projet portant son ancien surnom, Gauthier. Il rédigeait à la main la liste des morceaux et coloriait une pochette pour 50 exemplaires faits main, puis les distribuait aux stations de radio et contacts de l'industrie du disque prêts à les écouter. C'était une astuce intelligente et cela lui a effectivement permis d'obtenir du temps d'antenne à travers l'Australie. Encouragé par ses progrès, Gauthier allait alors passer à l'étape suivante lorsqu'il rencontra le chanteur et auteur-compositeur Chris Schroeder. Ensemble, ces deux-là ont formé le groupe de rock alternatif The Basics, avec Gauthier comme chanteur principal et percussionniste. Ils ont sorti leur tout premier album en 2003 intitulé Get Back. À partir de ce moment-là, Gauthier allait cultiver 2 carrières musicales différentes. Il continuerait à travailler avec The Basics et à créer plusieurs albums entre 2004 et 2010. Mais lorsqu'il était en solo, il se produisait sous le surnom que sa mère lui avait donné à l'origine, que nous connaissons bien sûr sous le nom de Gauthier. En 2006, Gauthier sort son deuxième album sous le nom de Gauthier, un projet intitulé Drawing Blood. C'était une autre étape dans la bonne direction, et cet album allait devenir un succès critique et commercial dans son pays d'adoption, l'Australie, où il a été élu meilleur album de l'année et a rapidement obtenu la certification platine. Mais à la même époque, mener une double vie d'artiste commençait à rattraper Gauthier. En fait, il a déclaré à Stereogum en 2021 « J'ai trouvé cette double vie plutôt frustrante. J'ai passé la moitié de la vingtaine à essayer vraiment fort de faire réussir mes 2 projets tout en les faisant coexister. Cela s'est avéré de plus en plus difficile. Et au moment où Making Mirrors est sorti, les Basics étaient déjà en pause. En d'autres termes, il était temps pour Gauthier de devenir le plus grand nom de la musique, tout seul. L'album de 2011 de Gauthier, Making Mirrors, allait devenir son couronnement. Pendant 2 ans, Gauthier a travaillé sur l'album dans son studio à domicile, construit dans la grange de sa famille. Avec la sortie de son premier single Eyes Wide Open, les gens allaient comprendre qu'il se passait quelque chose de spécial. Lorsqu'il a finalement sorti Somebody That I Used to Know avec la chanteuse néo-zélandaise Kimbra en juillet 2021, eh bien, l'industrie musicale a littéralement explosé. Après les soutiens de personnalités comme Ashton Kutcher et Lily Allen sur Twitter, eh bien, soudainement, le monde entier a découvert son tube en même temps. Tout d'un coup, je n'étais pas là, mais j'ai fini par le découvrir. Plus de 12 fois disque de platine, plus de 8 millions d'exemplaires vendus, numéro 1 dans 18 pays différents à travers le monde. Eh bien, ce ne sont que quelques distinctions que ce single a obtenues très vite. Puis est arrivé le clip vidéo. Après avoir accidentellement divulgué la cassette via un site australien appelé Take 40, eh bien, la vidéo a finalement été officiellement publiée à la fin du mois de juillet et elle a accumulé des millions de vues jusqu'à atteindre aujourd'hui plus de 1,8 milliard. Soudainement, Gauthier est devenu l'un des artistes les plus célèbres au monde. Et pour lui, eh bien, cette expérience était vraiment étrange. Il a confié à Double J « J'étais submergé par le succès, son ampleur et sa croissance, mais aussi par ce que je voyais comme un important retour de bâton.
On disait que cette chanson passait partout. Impossible d'aller au centre commercial sans l'entendre. Que je l'aime ou la déteste, je ne veux plus l'entendre. Oui, comme pour la plupart des énormes tubes, il y a eu clairement un retour de bâton contre Somebody That I Used to Know. Je me souviens aussi que cela est arrivé à CeeLo Green avec Crazy. C'est juste que la chanson devient plus grande qu'il ne le voudrait. Maintenant, que ce soit la raison ou non, eh bien Gauthier, il allait mettre un frein à sa nouvelle célébrité. Le succès du morceau ne laissait pas forcément penser qu'il y en aurait d'autres. Après tout, Gauthier n'a jamais été quelqu'un d'obsédé par la lumière des projecteurs, et la popularité mondiale n'allait pas changer tout cela. Pour la plupart des artistes, quand ils ont enfin un tube, ils sont impatients de profiter de ce succès. Mais Gauthier, lui, c'était un autre genre. Par exemple, au lieu de monétiser son clip extrêmement populaire sur YouTube avec des publicités, il a décidé de ne pas le faire, et cela lui a coûté jusqu'à 10 millions de dollars au passage. Au cours des mois suivants, il a également refusé les droits de licence pour une utilisation commerciale, tout en permettant aux étudiants des écoles de cinéma d'utiliser sa musique sans avoir à lui verser un centime. C'est exact, cette chanson, elle est libre de droit. Gauthier a même décidé de partager ses bénéfices du single à parts égales avec la succession de Louis Bonfa, dont l'œuvre est samplée par Gauthier dans la chanson. Vous savez, la plupart des artistes, il faut leur intenter un procès pour qu'ils acceptent de faire ce genre de choses. Je dis juste, encore une fois, Gauthier, il est d'une autre trempe. Au cours de l'année passée, Gauthier a décidé de monétiser le clip de Somebody That I Used to Know et a trouvé de nouveaux projets qui le passionnent. Lesquels? Y a-t-il une chance que ce soit un nouvel album de Gauthier? Je suis content que vous demandiez. Maintenant, on pourrait vous pardonner de penser que créer l'un des albums et des singles les plus vendus de tous les temps motiverait quelqu'un à retourner directement en studio pour sortir un autre tube. Mais ce n'est tout simplement pas le genre de Gauthier. En fait, en 2014, il avait annoncé dans une newsletter, pour ainsi dire, qu'il n'y aurait plus de nouvelles musiques de Gauthier à l'avenir. Et tout le monde a pleuré à l'unisson. La même année, il a lancé son propre label indépendant appelé Spirit Level et il a sorti un album unique du groupe Zemuto. Au cours des années suivantes, il a transformé l'endroit en un foyer de développement artistique avec des talents de Melbourne, Sydney, Vermont et Oslo. Il a également fait son retour triomphal dans son groupe d'origine, The Basics. Lui et ses anciens, ils ont sorti des singles à un rythme prolifique au cours des dernières années, y compris des albums comme The Age of Entitlement en 2015. Un autre aspect clé de la vie de Gauthier à cette époque était son amitié avec le pionnier de la musique électronique Jean-Jacques Quay Perret. Maintenant, Perret était le créateur de ce qu'on appelle l'ondioline, un instrument de musique unique qui produit des sons synthétiques. Quand Jean-Jacques est mort en 2016, Gauthier a refusé de laisser l'héritage de son ami disparaître et a créé l'orchestre Ondioline avec lequel il s'est souvent produit. Désolé si je prononce mal le nom, ce n'est pas facile. J'espère que c'est correct. Passons à autre chose. Maintenant, je sais ce que vous pensez tous. Tout ça, c'est bien beau. Mais qu'en est-il du nouvel album de Gauthier? Eh bien, c'est difficile à savoir avec certitude, mais ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de demande pour ça. Bon sang, même plus de 10 ans après la sortie de Somebody That I Used to Know, eh bien, d'autres artistes lui rendent encore hommage. Par exemple, Justin Bieber a repris la mélodie du single dans Hold On. Et le groupe de rock canadien 3 Days Grace, eh bien, ils ont sorti leur propre reprise en 2020. Bon sang, ces reprises sortent de plus en plus vite. Les gens pensent, j'ai aimé cette chanson, je vais la reprendre. Bref, cette même année, Somebody That I Used to Know est devenu 14 fois disque de platine, se vendant assez d'exemplaires pour la placer au même niveau que le tube de Lil Nas X, Old Town Road. Tout cela amène à la question, y aura-t-il un autre album de Gauthier un jour? Eh bien, lorsqu'on lui a posé cette question, voici ce que Gauthier a récemment répondu à Stereogum. J'ai probablement eu trop de projets au fil des années, certains sont terminés, d'autres sont sur l'étagère, et une grande partie n'est pas finie. Et j'essaie juste de comprendre quoi et comment tout terminer. Quelle est l'histoire et comment la raconter aux autres? On verra bien. Roderick Wayne Moore Jr. est né le 22 octobre 1998 à Compton, en Californie. On sait peu de choses sur son enfance, mais il aurait grandi dans une famille chrétienne pratiquante. Baptisé à 7 ans, Roddy s'intéressait à la musique dès 8 ans, rappant pendant son temps libre sans y accorder beaucoup d'importance. Il a aussi un frère cadet et il semble avoir passé la majeure partie de sa jeunesse à être élevé par sa mère. La grand-mère de Roddy, originaire de Louisiane, a grandi dans la même rue que lui, offrant à Roddy une expérience sudiste sur la côte ouest. Bien sûr, cela est devenu un facteur déterminant qui fait que Roddy se démarque de ses concurrents. Il semble qu'il ait des racines un peu partout. Il a déclaré dans une interview au magazine Fader, je cite, « Ma arrière-grand-mère est toujours en vie. Elle est originaire de Louisiane, j'y ai donc séjourné. Ma famille vit à Atlanta, au Mississippi, à New York, un peu partout. Entre la 4e et la 2e, Roddy suivait une thérapie pour sa colère et son comportement antisocial. Il était comme Michael Jordan au lycée, meneur de jeu. Moi, je ressemblais plutôt à Allen Iverson. Jordan, lui, faisait des dunks.
J'étais plutôt du genre à te croiser et à te casser les chevilles, ce genre de situation. Cependant, il semble qu'il ait fini par être transféré au lycée Westchester à un moment donné, et apparemment cette école a accueilli d'autres stars notables. Roddy dit qu'il réussissait à l'école jusqu'en 4e. Il n'était pas bête, mais il ne voulait pas aller en cours et préférait faire son truc. À 16 ans, en première, Roddy était déjà plongé dans la rue. À cette époque, il a repris le rap, déclarant à XXL « J'ai acheté du matériel et commencé à enregistrer sérieusement dans ma chambre à 16 ans. » Le style de Roddy était unique, influencé par divers rappeurs comme Future, Young Thug, Chief Keef, Lil Wayne et Meek Mill. Une fois, il est allé à l'église avec sa mère et y a rencontré un jeune Kendrick Lamar, qui y allait aussi. Sa principale influence serait le regretté Speaker No Kurtz, que Roddy a rencontré. Selon certaines sources, cette rencontre l'aurait incité à acheter son matériel d'enregistrement. Dans une interview avec Sage Cheese TV, Roddy explique qu'il ne traînait pas seulement avec les Crips, mais qu'il a aussi été mis à la porte par sa mère à l'époque. Roddy a passé quelque temps à Atlanta à 17 ans sans vraiment se concentrer sur la musique, mais plutôt sur la manière de faire de l'argent. Lors d'une interview avec Passion Ways, il a dit « À 17 ans à Atlanta, je bougeais partout avec 150 sur moi pour d'autres trucs. J'ai vu sur Urban Dictionary que 150 signifie devenir fou. Peut-être voulait-il dire qu'il avait 150 000 $ sur lui. Malheureusement, Roddy a eu des problèmes avec la justice et sa situation s'est aggravée. À 18 ans, Roddy avait détruit sa voiture, risquait une accusation pour port d'armes et a passé une semaine en prison avant d'être libéré sous caution. Cela semblait être le tournant pour Roddy, qui a compris que s'il voulait vraiment profiter de sa vie, il ne pouvait pas le faire en étant enfermé. Il a dit à Rolling Stone « Avec cette histoire d'arme à feu, je n'avais pas peur, mais ça m'a marqué. Je vais vraiment devoir faire de la prison si ça tourne mal. Et je ne voulais pas de ça. Je ne veux pas perdre mon temps pour des conneries. N'est-ce pas, The Star ?» En même temps, je voyais des potes mourir. Je devais faire quelque chose de positif. C'est là que le rap est arrivé. Littéralement, en 6 mois, ça a commencé à bouger pour moi parce que je me suis vraiment posé et j'ai commencé à écrire. L'année suivante, Roddy a enregistré des morceaux et sorti sa première mixtape, Feed the Streets, sur SoundCloud en novembre 2017, avec des titres comme Chase the Bag, Hood Rich et Fuck It Up. Cependant, une fois de plus, Roddy a eu des ennuis avec la justice et a passé encore quelques semaines en prison. Cette fois-ci, certains des autres détenus lui disaient qu'il connaissait sa musique et qu'il kiffait. Après sa peine, Roddy est sorti prêt à travailler. Soutenu par des amis convaincus de son talent et de sa détermination, il s'est rapidement fait un nom dans l'industrie. Les premiers morceaux, c'est ce dont il parlait dans ses textes qui a vraiment attiré l'attention des gens. Je sais pas, mais je peux faire un morceau en à peu près 25 à 30 minutes et ce serait un vrai morceau. Donc je peux en faire 5 ou 6 dans une nuit. Les gens pensent, il enchaîne vraiment les morceaux. C'est impressionnant. Mais tout ce que je raconte, je le vis. Du coup, l'ambiance est différente. Tu ressens vraiment l'émotion derrière mes mots. Et il semble que son objectif avec la musique, c'est justement ça, faire passer son histoire. Roddy n'a pas vraiment l'air intéressé par le côté célébrité du rap. Je suis humble, donc non. Ne pas être une superstar ou au centre de l'attention ne me dérange pas. Je m'en fiche, ce n'est pas pour ça que je le fais. C'est tout. Je le fais parce que c'est ma façon à moi de m'évader des problèmes de ma vie. Le son de Roddy a attiré l'attention de rappeurs notables comme Nipsey Hussle, Vince Staples et Meek Mill. En mars 2018, Roddy serait invité par Nipsey Hussle à se produire au Powerhouse à Los Angeles et sortirait son EP avant de connaître la célébrité. Un single de Roddy pourrait attirer l'attention mondiale avec l'aide d'une de ses influences. Une vidéo de Meek Mill dansant et chantant sur Die Young avec un chevreau marque le moment où la carrière de Roddy a vraiment décollé. La chanson, première de Roddy à entrer dans les classements et à devenir disque de platine, n'a pas empêché l'artiste de connaître la tragédie malgré ce succès. Avant le succès du morceau, Roddy a raconté à Rolling Stone sa conversation avec son ami en prison. « Frérot, quand tu sortiras, j'aurai un plan. On va gagner de l'argent. Je vais me lancer dans le rap. » C'est ça, c'est... À ce moment-là, je suis fauché, il est en prison. Je lui dis que c'est mon plan. À sa sortie, il vient à Die Young. Il meurt 3 ou 4 semaines plus tard. Aujourd'hui, il évoque peu la mort de son ami, mais l'a décrite comme une course-poursuite à grande vitesse, ajoutant que cela lui a fait voir la vie comme une épreuve faite de positifs et de négatifs. Ma vie a changé, en bien comme en mal. En septembre, Meek a offert à Roddy une chaîne Dream Chasers en coulisses à Powerhouse, Philly, lançant des rumeurs sur une signature avec eux. En réalité, ils ont un accord de management, pas un contrat de disque, mais ce fut un bon choix pour Roddy. En novembre 2018, Feed the Streets 2 est sorti et Roddy a confirmé sa place de star. Alors qu'il se faisait un nom, Roddy a collaboré avec des artistes comme Marshmello, Gunna et Aboogie pour créer des morceaux qui allaient encore une fois devenir platine, à l'exception de son morceau avec Boogie qui a été certifié or. Il a aussi collaboré sur Racks in the Middle avec Nipsey, dernier single de Hussle avant sa mort. Le morceau a été nommé pour 2 Grammy Awards et a remporté celui de la meilleure performance rap. Roddy a déclaré « J'ai un portrait de Nipsey chez moi, je veux mettre un disque de platine à côté, mais mon frère n'est pas là pour le voir. C'était notre premier single de platine ensemble, ça m'a blessé, mais c'est la vie. » On voit bien que Nipsey était comme de la famille pour toi, au-delà du lien du sang. La famille, qu'elle soit de sang ou de loyauté, est la chose la plus importante. Il existe 2 types de familles.
celle de loyauté et celle de sang. C'est quelque chose que je considère vraiment comme très important. Ouais, et je respecte un homme qui tient vraiment sa place pour les gens qui l'entourent. Comme nous le savons, Roddy allait sortir quelques singles avant de sortir officiellement son album studio. Veuillez m'excuser d'être antisocial. Big Steppers, Start With Me et Tiptoe allaient tous sortir, donnant un aperçu de ce qui allait arriver jusqu'au 6 décembre. Bien que The Box soit sorti en single après l'album, Roddy a atteint la première place des classements malgré une forte concurrence. Le titre Yummy de Justin Bieber est sorti à la même période, et Biebs a même conseillé à ses fans dans un tweet supprimé d'utiliser un VPN réglé sur les États-Unis pour écouter sa chanson en boucle pendant leur sommeil. Évidemment, Roddy, qui n'est pas du genre à courir après les récompenses, a vu là une occasion de s'amuser. Alors il a tweeté « Écoutez Yummy de Justin Bieber ». Comme on le sait, cela n'a pas suffi, car Roddy a quand même gardé la première place. Le fait que The Box soit devenue une chanson populaire et virale sur TikTok n'a pas fait de mal non plus. Mais une chose est sûre, Roddy avait un talent indéniable, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne perce. 2020 a été une grande année pour Roddy, malgré la pandémie, grâce à des collaborations avec NLE Choppa, Aboogie et Dababy, dont le titre Rockstar est redevenu un tube sur TikTok et a rencontré un grand succès. Quant au reste de l'histoire, eh bien, il va falloir attendre et voir comment tout cela va se dérouler. Il semble que Roddy ait un grand avenir devant lui, mais le rap n'est pas la seule chose sur laquelle il a les yeux rivés. Il prévoit d'investir dans l'immobilier et diverses affaires, mais souhaite aussi profiter de la vie. Égoïstement, je veux prendre simplement plus de temps pour moi. Tu sais, j'ai perdu tellement de personnes au cours de cette dernière décennie. Avec la naissance de son premier enfant en avril, je pense qu'il sera très occupé, même pendant son temps libre. Glorilla est née Gloria Woods à Memphis, dans le Tennessee, plus précisément dans un quartier du nord-ouest appelé Fraser, une zone de la ville avec une population d'un peu plus de 45 000 habitants. Quant à son enfance, eh bien, elle s'en souvient comme étant amusante, mais parfois dangereuse. Comme Memphis, c'était amusant de grandir à Memphis, je pense, comme... C'était mauvais. Enfin, pas mauvais. Tu sais, la ville a cette réputation, elle a son nom, je sais, crois-moi. Oui, ce genre de choses, mais je suis fière de venir de Memphis. Je ne veux simplement pas y rester. Mais au début de 2022, elle a 22 ans, ce qui veut dire qu'elle est probablement née vers la fin de 99 ou au début de 2000. Au-delà de ça, voici ce que nous savons. D'après sa page Facebook, adolescente, Gloria a fréquenté tout un tas de lycées locaux, dont Melrose, Martin Luther King Jr. College Preparatory et Ridgeway High. En dehors de l'école, Gloria a découvert sa passion pour la musique en chantant à l'église, où sa mère très religieuse l'emmenait souvent, parfois jusqu'à 4 fois par semaine. À partir de ce moment-là, elle a nourri de grands espoirs de devenir chanteuse un jour. Le seul problème, c'est qu'adolescente, elle a perdu sa voix pour chanter. Je chantais à l'église et je voulais devenir chanteuse, mais j'ai réalisé que je ne pouvais plus chanter. Donc, oui, je ne pouvais plus chanter. J'ai voulu rapper car j'ai toujours souhaité intégrer le monde de la musique. Tu sais... Alors, comment cela s'est-il passé? Apparemment, elle a trop fumé au lycée, mais ce n'est pas parce qu'une voie s'est fermée qu'elle devait abandonner son rêve d'être sous les projecteurs. Au lieu de cela, elle a décidé de devenir ce qui s'en rapprochait le plus, une rappeuse. Depuis que le rap existe, une partie de sa beauté réside dans la possibilité que tout puisse arriver. À tout moment, un freestyle improvisé ou un nouveau single sans refrain peut surfer sur une vague de popularité et toucher un public bien au-delà de la ville d'origine du rappeur. Et c'est exactement ce qui arrive en ce moment à Glorilla grâce à FNF. Sorti pour la première fois à la fin avril 2022, il a fallu quelques semaines avant que cette chanson ne devienne un succès underground et ne transforme Glorilla, une artiste talentueuse présente depuis un certain temps mais que beaucoup ne connaissaient pas encore, en une véritable star. Et peut-être que le plus fou dans tout ça, c'est qu'elle a enregistré le morceau et le clip vidéo le même foutu jour. Dans la cabine, lui et moi répétions sans cesse leur passage. Après avoir fini, il a dit que l'enregistrement s'est terminé à 1h et que le clip vidéo était prévu à 4h. J'ai dit « mince ». Sérieusement, je parle de 4 heures. Il a dit « je veux vraiment tout tourner maintenant ». Mais il a dit 4 heures. Après avoir publié un extrait sur Instagram, la chanson a ensuite été soutenue par DJ Duffy, qui a créé un TikTok avec les paroles de Glorilla en fond sonore. Et soudain, la chanson est devenue très populaire. Nous avons déjà évoqué le thème de la chanson, l'envie irrésistible de faire la fête de Glorilla, redevenue célibataire, et son message auquel presque tout le monde peut s'identifier. Donc elle est fraîchement célibataire. Bien sûr, il est probable que le clip vidéo qui l'accompagne aide aussi, puisqu'il est rempli d'elle et de ses amis en train de se trémousser, de s'éclater, de boire et de s'amuser bien plus que nous tous ces dernières années. Qui sont tes amis trash, mes amis dans la vidéo? Elles étaient déjantées. Comment elles s'appellent? TZ, Asia. En quoi TZ est-elle déjantée? Qu'est-ce qui la rend déjantée? Elle agit comme une idiote. Et elle se comporte vraiment de façon trash, comme si elle venait de...
Tu sais, comme les gens de Memphis. Mais voilà le truc, comme je l'ai déjà laissé entendre, Glorilla publie de la musique en ligne depuis un bon moment maintenant. Inspirée par son rappeur préféré, Chief Keef, Gloria a créé son propre compte SoundCloud à la fin de 2018 et l'a enregistré sous le surnom que son cousin lui avait donné, Glorilla, basé, vous l'aurez deviné, sur son tout premier prénom. C'est mon cousin qui m'a donné mon nom. Parce que mon cousin sait très bien que, franchement, j'ai toujours été un peu sauvage. Mais tu sais, mon prénom. Glo, de toute façon, bam boum. Il a ajouté le truc avec Glorilla. Donc... J'aime quand le nom de rappeur est un jeu de mots avec le vrai nom, surtout si c'est surprenant. Je ne pensais pas que Glorilla Pimp s'appelait Glory dans la vraie vie. Je veux dire, imagine si le prénom de Young Thug était Thug Naramis ou quelque chose comme ça. On pourrait croire que c'est un nom de rappeur, mais en fait, c'est son vrai nom. Ce n'est pas juste inventer n'importe quoi. Ce n'est pas comme si tu t'appelais Chris et que tu t'étais renommé Clyde ou un truc du genre. Ce n'est même pas comme si Clyde était son deuxième prénom ou quelque chose comme ça. Bref, passons. Elle a ensuite sorti quelques morceaux en duo sous le nom de Pretty Thugs avec des titres comme Where It Ride avant de se lancer en solo avec d'autres sorties comme Solo et Favorite. Par la suite, elle a abandonné SoundCloud et a enregistré et sorti sa première mixtape intitulée Most Likely Up Next qu'elle a publiée sur YouTube en juin 2019. L'année suivante, elle a sorti un EP intitulé P-Status, aussi publié sur sa chaîne YouTube. 2020 serait une année encore plus importante pour elle, et c'est à ce moment-là qu'elle s'est associée au producteur derrière son tube décisif, le bien nommé Hit Kid, pour participer à un EP de ses morceaux avec d'autres rappeuses de Memphis comme Slime, Ronnie, Alzea, K-Carbon et l'une des meilleures amies de Glorilla, Gloss Up. Je veux un morceau de Glorilla et Gloss Up. C'est super, il doit déjà en exister un, je dois le trouver. Malgré le potentiel des premiers morceaux, c'est avec FNF que Glorilla a réellement trouvé sa voix et créé l'une des 10 vidéos les plus vues sur YouTube actuellement. Oui, au même niveau que des sorties de Kendrick Lamar et Future. En fait, la chanson est devenue un tel succès que Glorilla a déjà invité la rappeuse Sweetie à apparaître sur le prochain remix. Cela a été teasé par une publication sur les réseaux sociaux montrant les coulisses du tournage du clip. Pour la suite, cette artiste talentueuse, désormais au sommet, voit autant de maisons de disques lui proposer des contrats que d'ex-petits amis tenter un retour. Je comprends bien cela. Donc, elle a vraiment fini mes cils très tard. J'avais vraiment 1 heure de retard parce qu'il m'a dit de venir à 7 heures. Elle a fini mes cils vers 6h50 et moi j'étais tout là-bas à Cordova. Eux, ils étaient complètement au centre-ville. Il m'a écrit toute la journée pour que je le tienne au courant dès que je trouve un refrain. Passons brièvement en revue le parcours de Designer jusqu'à aujourd'hui. Sidney Royal Selby, le 3e, est né le 3 mai 1997 à Brooklyn, New York. Il a grandi dans les logements sociaux Louis Armstrong dans des conditions difficiles, mais avec la musique dans le sang. Son grand-père, Sidney Selby Pryor, était un musicien de blues surnommé Guitar Crusher. Designer a commencé à chanter dans la chorale de son école et de son église, mais c'est à l'âge de 14 ans que tout allait changer pour lui. Designer rappait pour s'amuser avec ses amis, mais il n'avait pas encore décidé d'en faire sérieusement une carrière. Il a confié à Snoop Dogg qu'à 14 ans après avoir fumé de l'herbe et rappé avec ses amis, il a sérieusement envisagé le suicide. Je suis rentré chez moi, mec. J'ai dit, ma merde, je vais me tuer. Dès que j'ai dit ça, j'ai eu super peur, frère, parce que je l'ai pensé moi-même. La même année, il a été blessé par balle. Et tout cela l'a amené à prendre le rap au sérieux et à devenir une force positive dans le monde. Et c'est en 2015 que ce serait son année de révélation après avoir sorti quelques morceaux sur SoundCloud, dont l'un était Panda le 5 décembre 2015. La chanson a été reprise par Kanye West, qui a utilisé l'instrumental et le refrain pour partie 2 sur Life of Pablo en 2016. Designer a signé sur le label Good Music de Kanye West et il a accédé à une nouvelle célébrité. Peu après, Designer a été propulsé sous les projecteurs avec sa chanson Panda, numéro 1 du Billboard Hot 100. À son arrivée, beaucoup l'ont comparé à Future. Et non seulement ça, beaucoup de gens pensaient en fait que c'était Future qui rappait sur Panda. Je me souviens que lorsque j'ai écouté l'album de Kanye pour la première fois, je me suis dit « Wow, c'est un refrain de Future qui déchire ». Une vidéo montrait Future écoutant Panda pour la première fois, l'air surpris, se demandant s'il avait fait cette chanson, comme s'il l'avait oubliée à cause de sa défonce. Mais bientôt, le monde a découvert que Designer était l'une des personnalités les plus électriques qu'ils aient jamais vues. Je veux dire, ce gars était littéralement à un niveau d'énergie de sang dès qu'une caméra était braquée sur lui. Contrairement aux mecs de fraternité qui boivent une bière dès qu'on ouvre Snapchat en soirée, là c'était vraiment d'un autre niveau. Que se passe-t-il ici? Un peu. Sérieusement? Genre... D'abord, les gens assemblent une tenue. Tu composes une symphonie. Ouais. Tu m'as apporté un petit quelque chose, un petit diamant brésilien, tu sais comment c'est, bébé?
Rapidement, il est devenu difficile de détester le gamin de New York. Sa ressemblance avec le style de Future était évidente, mais il avait aussi une touche unique. Plus tard dans l'année, il apparaîtra sur la couverture des Nouveaux Talents XXL 2016 aux côtés de poids lourds comme Kodak Black, Lil Uzi, Lil Dicky, Anderson .Paak, 21 Savage, Denzel Curry, Dave East, G Herbo et Lil Yachty. Et même s'il était l'un des visages les plus reconnaissables sur la couverture à l'époque, sa trajectoire de carrière n'a pas suivi la même voie que certains de ses pairs présents sur la couverture. Son freestyle XXL double a fait claquer des doigts et chanter le refrain entraînant de Timmy Turner, même si personne ne connaissait vraiment les paroles. Mais la version a cappella en a surpris plus d'un, car elle a révélé le talent de Designer pour la mélodie et une voix chantée que beaucoup ignoraient qu'il possédait. La vidéo affiche près de 14 millions de vues sur YouTube, en faisant le freestyle le plus vu de l'année. Si je ne me trompe pas, c'est plus que tout autre freestyle solo dans l'histoire des Nouveaux Talents. Quelqu'un peut vérifier pour être sûr? Alors que les fans attendaient la suite de Panda, l'attente grandissait et beaucoup pensaient que Timmy Turner serait aussi un succès. Finalement, nous avons eu Timmy Turner en version complète, mais il n'a atteint que la 34e place au Billboard. C'est très bien, même si égaler le succès du premier single était difficile. Mais la chanson n'a pas répondu aux attentes. Pour moi, l'impact n'était pas le même que le freestyle avec les claquements de doigts. Kanye a même participé au remix pour essayer de lui donner un coup de boost et le faire exploser, mais ça n'a pas permis à la chanson d'atteindre le niveau supérieur comme il l'espérait. Designer a aussi figuré sur le titre collaboratif de Good Music, Champions, avec Gucci, Big Sean, 2 Chainz, Travis Scott, Yo Gotti et Quavo, qui a atteint la 71e place du Billboard. Ensuite, Mike Dean a annoncé qu'il serait le producteur exécutif du premier album officiel de Designer, qui devait s'intituler Life of Designer. Avant d'écouter une chanson de l'album, Designer a sorti sa première mixtape, New English, qui n'a pas été bien accueillie et ne comportait aucun single marquant. Eh bien, à part Panda, il a tout de même fait quelques apparitions mémorables en tant qu'invité, notamment sur le remix de la chanson Mic Drop de BTS avec Steve Aoki. Mais après cela, il semblait que Designer était devenu silencieux. Designer est réapparu, sortant 4 singles en 2017, dont Outlet, Thank God I Got It, Holy Ghost, Life et Up. En fait, ça fait 5 singles, pas 4. Personnellement, j'adorais Up et l'avais dans ma playlist d'été, mais aucune de ses chansons n'a vraiment marché dans les classements. Il a annoncé que son premier album sortirait à minuit le 4 mai 2018, mais nous n'avons pas vu l'album arriver. Et 2018 a été une année difficile pour Designer sur tous les plans. Il a eu des ennuis avec la justice après qu'une vidéo de lui nu dans les rues de New York a fait surface. Nous avons eu de ces nouvelles avec la sortie très attendue de Life of Designer, publiée comme un EP de 7 titres au lieu d'un album. Il affirme que ce n'est pas encore son premier album officiel. D'abord, les gens veulent savoir si Designer est encore chez Good Music. Il a exprimé des critiques envers son label et Kanye West, disant que personne ne l'aidait là-bas. Il a même traité Ye de fou, un geste qui ne risquait pas de lui apporter de l'aide s'il n'en recevait déjà pas. Personne ne fait ça pour moi. Quand vous n'aimez pas que j'ai signé avec Kanye West, ce gars qui part en guerre et que vous trouvez tous génial, je pensais aussi que c'était bien. Mais pour moi, il est fou. D'après la plupart de mes recherches Google, il ne semble pas faire partie de la liste des artistes actuellement signés. Mais en même temps, le site officiel de Good Music n'est littéralement qu'une horloge qui tourne. Donc, c'est difficile à dire. Il ne semble pas que lui et Kanye soient, sans mauvais jeu de mots, en bons termes. Alors, où est Designer maintenant? Ne vous méprenez pas. Designer gagne toujours de l'argent. Il fait des concerts à l'étranger et récemment, il s'est produit devant 40 000 personnes en Serbie. Designer a dit que cette année serait celle où l'on entendrait Designer. Et c'était un post du Nouvel An. Mais on n'a pas encore entendu grand-chose. Il semble cependant que Designer ne ralentit pas son rythme quand il s'agit de faire de la musique, car il y a seulement 2 semaines, il a posté une photo en studio avec la légende, en pleine création. Nous n'avons toujours pas entendu Life of Designer, l'album complet, ou même si cet album existe encore. Très souvent, on entend parler d'un album qui se transforme en autre chose avec le temps, donc peut-être que l'EP représentait la majeure partie de l'album et qu'il prépare maintenant de toute nouvelle musique à venir. Sa bio Instagram indique bien Album Mode et nul autre que Jake Paul affirme avoir entendu une chanson et dit qu'elle était incroyable. Et si je me tourne vers quelqu'un pour mes analyses musicales, c'est généralement Jake Paul. Album par album bientôt, j'ai entendu une chanson. Mais je te le dis, ne le sous-estime pas, ne le sous-estime pas. Il a récemment fêté ses 22 ans avec Jake Paul à la maison Team 10 à Los Angeles, en présence de Famous Dex et Race Rambert. Même si les choses ne se sont pas très bien terminées là-bas, car il y a eu des accusations selon lesquelles des adolescentes auraient été droguées lors de la fête. Donc, espérons que toutes les personnes impliquées dans cette situation vont bien. Mais plus que tout, Panda continue de rapporter de l'argent à Designer. Kevin Hart, alias Chocolate Droppa, a récemment repris la chanson pour Comme des bêtes 2 et je peux seulement imaginer qu'un film d'animation
révélation rapporte plutôt bien. Et la vie de designer a toujours l'air plutôt bonne puisqu'il sort de Ferrari et se détend dans son manoir. En plus, il continue d'aider les enfants de sa communauté et de redonner. Ces élèves de 5e, juste les premiers d'une longue série à être surpris. Les meilleurs moments, tout ce qui m'est arrivé quand j'étais gamin à Brooklyn, c'était juste incroyable. Tu sais, ces jours sur le perron, tu traînes avec tes potes et tu vas chercher un sandwich. Allons-nous bientôt voir un nouvel album de Designer? On dirait qu'il y en a un qui arrive, mais encore une fois, c'est difficile de le croire sur parole après tant de retard. Est-ce que vous attendez la nouvelle musique de Designer? Vous pensez qu'il a perdu de sa popularité? Pensez-vous qu'il pourrait faire un retour à la Soulja Boy et rappeler son impact en 2019? Dites-le moi en commentaire, discutons-en. C'est un gars très talentueux et plein d'énergie. Avec la bonne équipe marketing, de la concentration et de la régularité, il peut réussir. Rappelez-vous, aujourd'hui, un seul hit suffit pour revenir sur le devant de la scène. Regardez Tiga. Quoi qu'il en soit, Designer semble garder le sourire. Après avoir évoqué les artistes piégés, parlons de ceux qui s'en sont sortis. Salut les gars, devinez quoi? J'ai maintenant 16 ans, ce qui n'est pas très différent d'avoir 15 ans, mais c'est cool. Demi Lovato est née Dimitria Devon Lovato Hart le 20 août 1992 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, un endroit rendu célèbre pour avoir lancé des pizzas sur un toit. Demi et sa famille ne sont pas restés là-bas longtemps, car elle a principalement grandi à Dallas, au Texas, avant de déménager à Los Angeles. Elle est la fille de Patrick Lovato, ingénieur et musicien d'origine mexicaine. Sa mère est Diana Hart Bonilla de la Garza, qui était pom-pom girl pour les Dallas Cowboys et une chanteuse country bien connue dans sa ville. Aujourd'hui encore, elle divertit le public via les réseaux sociaux de Demi. D'accord, dis-le. Que se passe-t-il, les garçons? Ses parents ont divorcé en 1994 et la relation entre Demi et son père s'est un peu détériorée. Il était alcoolique et a choisi ses addictions plutôt que sa famille. Demi s'en souviendra plus tard. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle deviendra curieuse et commencera à expérimenter la drogue. Sa mère épousera Eddie de la Garza, que Demi considère comme son vrai père. Elle a 3 sœurs. Il y a sa sœur biologique, Dallas Lovato, puis elle a 2 demi-sœurs, Madison de la Garza et Amber Lovato. Amber, elle ne l'a jamais rencontrée avant d'avoir 20 ans lors des funérailles de son père. Dallas et Madison sont toutes les 2 actrices. Vous avez peut-être vu Dallas dans le film d'horreur No Vacancy et Madison dans Desperate Housewives. Madison a aussi sa propre chaîne YouTube. Salut tout le monde, c'est Madison de la Garza et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Demi a commencé à participer à des concours de beauté et à chanter à l'âge de 5 ans. Elle a commencé le piano à 7 ans, puis la guitare vers 8 ou 9 ans. Elle a étudié au collège Cross Timbers et chanté 3 ans dans la chorale. En dehors de l'école, Demi remportait plusieurs concours de talent et se produisait dans des lieux célèbres, notamment au Heisman Center et lors du spectacle de la mi-temps de Thanksgiving des Dallas Cowboys aux côtés de LeAnn Rimes. Sa mère a découvert un casting pour Barney et ses amis et a encouragé Demi à auditionner. Elle a alors obtenu son premier rôle télévisé, Angela. Elle a eu un rôle récurrent de 2002 à 2004 jusqu'à ce que les producteurs jugent qu'elle devenait trop âgée pour l'émission. Ce travail, bien que bref, lui a permis de rencontrer sa future meilleure amie, Selena Gomez. Salut Angela, salut. Salut les gars, salut Barney. Salut. Waouh Angela, je ne savais pas que tu jouais de la trompette. Sa vie d'artiste ne lui attirait pas d'amis à l'école. Elle a dit en interview « J'ai quitté l'école publique étant un peu harcelée ». Tout le monde a signé une pétition disant « On déteste tous Demi Lovato ». C'est dur. Le harcèlement a poussé Demi à lutter en secret contre la boulimie et la dépression. À 11 ans, elle s'est scarifiée pour la première fois. Après que Demi ait supplié ses parents, ils ont décidé qu'elle ferait l'école à la maison. Elle a obtenu son diplôme du secondaire 1 an plus tôt, en 2009. Elle est depuis porte-parole de l'association Pacer contre le harcèlement scolaire. Pour découvrir son expérience, regardez son documentaire « Simply Complicated ». L'école à la maison n'empêchait pas Demi d'avoir des amis. Elle voyait souvent d'autres jeunes acteurs, dont Selena Gomez, avec qui elle a brièvement tenu une chaîne YouTube. Salut, ça va? C'est Selena Gomez. Et Demi Lovato. On voulait vraiment remercier tout le monde de me soutenir et de me soutenir aussi. Après avoir raté le rôle principal dans Hannah Montana, Demi a obtenu un rôle dans la mini-série Disney Channel Toc Toc, c'est l'heure. Le rôle de Charlotte Adams a permis à Demi de réaliser son rêve en combinant chant et comédie. Elle est aussi apparue dans des séries comme Prison Break, Just Jordan et Grey's Anatomy.
Son travail lui a valu un People's Choice Award de la meilleure guest star, lui ouvrant davantage de portes et des rôles dans Sonny with a Chance et Glee. Petite chérie, on dirait que des années se sont écoulées depuis que c'est arrivé. Cependant, la véritable ascension vers la célébrité est arrivée lorsque Demi a décroché un rôle dans le film Camp Rock à l'âge de 15 ans. Elle a interprété Michi Torres, une jeune fille qui rêvait de devenir chanteuse et qui a participé à ce prestigieux camp musical. En juin 2008, la bande originale du film est sortie et Demi a participé à 4 des chansons, dont This Is Me, un duo avec Joe Jonas. Cette chanson a atteint la 9e place du Billboard Hot 100. C'est réel. C'est moi! Je suis exactement là où je suis censée être maintenant. Demi Lovato est soudainement devenue une star mondiale, accompagnant les Jonas Brothers en première partie de leur tournée Burning Up. En septembre, elle sortait son premier album Don't Forget, arrivé 2e au Billboard 200. Elle a aussi eu une relation avec Joe Jonas, mais celle-ci est restée sage car les garçons portaient encore leur bague de pureté. Bien que sa transition vers la musique ait été un succès, Demi n'a pas oublié sa carrière d'actrice et en 2009, elle a joué dans le film Princess Protection Program aux côtés de sa meilleure amie Selena Gomez. On est pareil! Et elle est également partie en tournée estivale en 2009 et a sorti son 2e album, Here We Go Again, qui s'est classé numéro 1 du Billboard 200 après avoir dépassé les 108 000 exemplaires vendus la première semaine. Il faut féliciter la jeune fille pour son succès, mais avec sa carrière d'actrice, de musicienne et la pression de la célébrité, cela a pesé sur Demi, qui a commencé à expérimenter drogue et alcool en secret. Ensuite, Demi a tourné Camp Rock 2, le face-à-face, diffusé le 3 septembre 2010, puis a choisi de se concentrer sur sa carrière musicale. En 2010, elle est repartie en tournée avec les Jonas Brothers lors du World Tour 2010. Le stress des tournées et de la célébrité a poussé Demi à quitter la tournée après la découverte de sa consommation de drogue, d'alcool et ses luttes contre la boulimie et l'anorexie. Elle a ensuite intégré un centre de rééducation pour ses problèmes. Il y a eu une nuit où j'ai pris beaucoup de cocaïne et j'ai avalé quelques comprimés de Xanax et j'ai commencé à m'étouffer un peu et mon cœur s'est mis à battre très vite. Et je me souviens avoir pensé, mon Dieu, je suis peut-être en train de faire une overdose en ce moment. Demi a quitté le centre de désintoxication le 28 janvier 2011 et est revenue sous les projecteurs, plus déterminée et prête pour un nouveau départ. En 2011, elle a sorti son 3e album studio, Unbroken. L'album a de nouveau été un immense succès. Elle a ensuite entamé sa propre tournée mondiale intitulée « Une nuit spéciale avec Demi Lovato », voyageant à travers les États-Unis, le Canada, Porto Rico, l'Argentine, le Mexique, Singapour, les Philippines, l'Indonésie et même la Russie. Finalement, Demi a révélé au monde les difficultés qu'elle avait traversées alors qu'elle devenait célèbre en tant que star Disney. Elle a révélé au monde qu'elle était bipolaire. J'ai vécu tout ça pour une raison et je veux utiliser ma voix pour plus que simplement chanter. Je veux sensibiliser les gens afin qu'ils réalisent qu'il n'y a rien de mal chez eux. La carrière de Demi n'a fait que grandir alors qu'elle est passée de star Disney à icône d'Hollywood. Elle a été juge dans X Factor aux côtés de Simon Cowell, Britney Spears et L.A. Reid. Beaucoup ignorent qu'elle accomplissait tout cela en vivant sa première année de sobriété. Plus tard, elle a avoué « Je ne vais pas mentir, je me suis médicamentée. Je buvais et je prenais de la drogue comme beaucoup d'adolescents pour bloquer la douleur. Maintenant, je ne bois plus. Je ne prends plus de drogue, je ne vomis plus après avoir mangé. Je ne me force plus à avoir faim. Je ne fais rien aujourd'hui qui m'embarrasse et je n'essaie pas d'être mince. Mon corps n'est pas ainsi, mais je me sens incroyable, très heureuse et en bonne santé. La vie est belle, je n'ai rien à redire. Le 14 mai 2013, son 4e album intitulé Demi est sorti et c'était l'album le plus attendu aux États-Unis, avec 110 000 exemplaires vendus la première semaine. Son premier single, Heart Attack, a dominé les classements aux États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni. Demi se concentre actuellement sur sa carrière de chanteuse, tout en élargissant son influence pour devenir une marque mondiale. Elle a publié 2 livres d'entraide pour soutenir ceux qui partagent ses difficultés. C'est un modèle remarquable pour les jeunes filles et elle est superbe. Née sous le nom de Jayla le 14 août 1998 à Tampa, en Floride, Doechii a toujours été une âme vibrante avec une passion pour la créativité. En grandissant dans une maison animée avec sa mère et ses 2 jeunes sœurs jumelles, elle a appris très tôt à embrasser son individualité. C'est simplement une part de moi, inscrite dans mon ADN. J'en suis très fière. Sa famille débordait d'énergie. Ses sœurs jumelles, qu'elle qualifie d'adorablement insupportables, étaient aussi créatives. Elle peignait, écrivait et poussait Doechii à s'exprimer, faisant d'elle l'artiste qu'elle est aujourd'hui. En 6e, Jayla a été victime d'intimidation à cause de son prénom, ce qui l'a inspirée à créer un nouveau personnage, Doechii. Mais c'est tellement génial.
Chaque fille sage a besoin d'un peu de rebelle en elle. Cette transformation n'était pas qu'un changement de nom, mais sa manière de reprendre le contrôle de son identité et d'afficher sa confiance. Elle portait même un tutu à l'école, symbolisant son engagement envers l'expression de soi et prouvant qu'elle ne laisserait personne éteindre sa lumière. Doechii a débuté sa carrière musicale à l'adolescence en publiant des reprises et des chansons originales sur YouTube. Elle a trouvé du réconfort en s'exprimant à travers la musique, développant style et voix avec le temps. Sa détermination et son travail acharné ont vite payé, mais c'est son défi freestyle sur So Gone de Monica en 2016 qui a attiré l'attention de l'industrie. Ce moment décisif l'a poussé à envisager une carrière sérieuse dans la musique, ce qui a conduit à la sortie de son premier morceau, El Chapo, sur SoundCloud. Le morceau reflétait ses efforts lyriques et sa capacité à mêler confiance et vulnérabilité, marquant le début de son parcours en tant qu'artiste sérieuse. En 2020, Doechii a sorti Yucky Blocky Fruitcake, qui allait devenir un véritable phénomène viral. Le refrain accrocheur et les thèmes de la chanson auxquels le public pouvait s'identifier ont touché le public, lançant une tendance TikTok autour des photos de fin d'année et de la nostalgie d'enfance. Ce moment viral l'a propulsé sous les projecteurs et attiré l'attention des grandes maisons de disques, bouleversant sa carrière en un jour. La nature du morceau, inspiré du célèbre livre pour enfants Junie B. Jones, mettait en avant sa capacité à plonger dans un univers juvénile tout en restant authentique. Suite à ce succès fulgurant, elle a rapidement sorti Crazy en 2022, un morceau qui remettait en question les notions conventionnelles de beauté et d'image corporelle. Le clip de Crazy, réalisé par Sarah C. Prince, cherchait à représenter le corps des femmes non pas dans des contextes sexualisés, mais plutôt dans des moments de vérité, d'intensité et de puissance. Cependant, malgré son message valorisant, la vidéo a été censurée sur YouTube en raison de la nudité et de la violence, mettant en lumière les difficultés constantes auxquelles les artistes sont confrontés pour représenter leur vision de manière authentique dans un paysage médiatique souvent rempli de restrictions. Le succès de Doechii ne s'est pas arrêté là. Elle a enchaîné avec Persuasive en 2023 un morceau qui a eu droit à un remix signé SZA, renforçant encore davantage sa place dans l'industrie. Avec des paroles qui explorent des thèmes comme l'émancipation, l'acceptation de soi et les complexités de la condition féminine, Doechii est rapidement devenue connue pour sa capacité à aborder des sujets complexes tout en gardant un son frais et captivant. Dans une démarche historique pour elle-même et pour le label, Doechii a signé avec Top Dog Entertainment, ou TDE, devenant ainsi la première rappeuse à rejoindre leur rang. Connue pour avoir accompagné des artistes comme Kendrick Lamar et SZA, TDE lui a offert une plateforme pour exprimer pleinement son art. La décision de Doechii de collaborer avec une équipe entièrement noire montre son engagement envers la représentation, une valeur essentielle dans sa carrière. Elle a dit « Il était essentiel pour moi de rejoindre un label qui saisissait ma vision et mon expérience de femme noire dans ce milieu. Mais le chemin vers le succès n'a pas été sans difficulté. » Fin 2019, Doechii a connu un blocage créatif qui l'a amené à chercher l'inspiration par des moyens non conventionnels. Elle s'est appuyée sur les cartes de tarot et des livres comme « Libérez votre créativité » de Julia Cameron, qui l'ont aidée à dépasser ses blocages créatifs. Ce parcours a été essentiel pour façonner son art et nourrir sa volonté de partager sa vraie personnalité à travers la musique. Sa volonté d'accepter ses vulnérabilités et d'explorer son identité a trouvé un écho chez ses fans, créant un lien plus profond avec son public. Son deuxième EP, The Places You'll Go en 2020, a été un projet déterminant pour Doechii. Il mettait en avant son parcours vers l'acceptation de soi, en particulier concernant sa bisexualité. Cette EP représentait une étape importante dans son développement personnel, car elle abordait courageusement son identité dans ses paroles. Le titre est un clin d'œil au Dr. Seuss, reflétant l'émerveillement enfantin de son œuvre. Chaque chanson est imprégnée de synthés pétillants et de thèmes ludiques, de la chanson-titre inspirée du Dr. Seuss à ses mélodies énergiques. En 2024, Doechii a sorti plusieurs nouveaux morceaux qui continuent de refléter son style dynamique et son approche audacieuse. Des chansons comme What It Is de 2023 tirées de Halloween Party 2023 et Rock Rocket en 2024 mettent en valeur sa polyvalence, mélangeant les genres et repoussant les limites du hip-hop contemporain. Booty Drop, issu de Sex Music 2024, est une autre preuve de sa créativité, démontrant sa capacité à créer des morceaux entraînants et amusants tout en restant fidèle à ses racines. En août 2024, elle a sorti son 4e EP, un projet que les fans attendaient avec impatience. Ce planning chargé souligne son influence croissante sur la scène musicale et son engagement sans faille envers son art. Doechii a montré à plusieurs reprises qu'elle n'est pas simplement une tendance passagère, c'est une force qui s'inscrit dans la durée. La famille de Doechii a été un élément clé de son parcours. Sa mère a déménagé de Géorgie à Tampa pour la soutenir et la dynamique familiale joue un rôle essentiel dans sa vie. Le soutien et la confiance de sa mère ont nourri l'ambition de Doechii. Elle repense souvent à l'ambiance animée de sa maison d'enfance où ses sœurs jumelles apportaient créativité et énergie.
Les sœurs ont non seulement inspiré Doechii, mais aussi contribué à son processus artistique. Elle se souvient avoir enregistré une chanson avec l'une de ses sœurs, renforçant encore davantage les liens qu'elles partagent alors qu'elles traversent ensemble les complexités de la vie et de l'art. Doechii a été reconnue comme un talent exceptionnel dans le hip-hop, obtenant une nomination pour la meilleure nouvelle artiste aux BET Awards. Cette nomination la place parmi les meilleurs de l'industrie, notamment Glorilla, Ombre, Coco Jones, Ice Spice et Lola Brooke. La sélection de Doechii souligne sa rapide ascension et le respect acquis auprès de ses pairs. Ses prestations dans divers festivals ont captivé le public, qui la reconnaît pour son énergie et ses mouvements audacieux sur scène. Lors d'un spectacle, elle a fait la une en retirant sa perruque sur scène, un geste fort d'authenticité et d'acceptation de soi. Ce sont des moments comme ceux-ci qui la relient profondément à ses fans car ils la voient assumer sans réserve sa véritable identité. Elle a d'ailleurs déclaré lors d'une interview « Quand je suis sur scène, je suis simplement moi-même ». Je veux que mes fans se sentent libres d'être eux-mêmes aussi. L'impact de Doechii sur l'industrie musicale est indéniable. Elle inspire les artistes en herbe, surtout ceux qui se sentent marginaux. Son acceptation de soi et son engagement pour la représentation inspirent de nombreuses personnes à assumer leur identité. Elle utilise sa plateforme pour aborder des sujets comme la santé mentale, la positivité corporelle et la représentation LGBTQ, prouvant que la musique peut être un puissant catalyseur de changement. Alors qu'elle continue d'évoluer en tant qu'artiste, sa voix unique et ses expériences personnelles contribueront sans aucun doute au récit plus large du hip-hop moderne. Avec ses projets et ses prestations à venir, il est clair que Doechii ne fait que commencer. L'avenir s'annonce radieux pour cet artiste et les fans, comme moi, ont hâte de voir la suite. En fait, il s'avère que c'était à cause des panthères que le reste de sa famille, ils n'ont pas suivi son père. Elle voulait rester près de ses amis et de son école et elle se sentait bien avec ses parents, qui étaient d'accord. Cette décision de rester en Angleterre allait finalement avoir un grand impact sur sa carrière de musicienne. Par exemple, pour les Panteras, elle explique que son grand frère l'a aidé à développer ses goûts musicaux. Après avoir aperçu un vinyle de Tyler, the Creator, Wolf, dans la chambre de son frère un jour, elle l'a pris et après l'avoir écouté, elle est tombée amoureuse de ses sons expérimentaux. Ses goûts musicaux ont évolué lorsqu'elle étudiait à la prestigieuse école Barton Grammar. En 6e, elle a découvert My Chemical Romance, qu'elle considère toujours comme son groupe préféré. Ils ont servi de porte d'entrée vers d'autres artistes rock des années 90 et du début des années 2000 comme Panic! At the Disco, Paramore, Linkin Park, Slipknot et Blink 182 dont la musique a été absorbée par Pink Panthers. En fait, c'est en voyant Paramore en concert lors d'un festival au Royaume-Uni qu'elle a finalement décidé, une bonne fois pour toutes, que faire de la musique serait sa vocation. Elle a décrit ce moment de révélation au magazine NME où elle leur a dit « Hayley Williams faisait quelque chose que je voulais faire. Alors je me suis dit qu'il valait mieux que je commence à manifester tôt pour pouvoir y arriver. » Rapidement, avec The Panteras, elle était chanteuse principale d'un groupe reprenant My Chemical Romance, dansait dans des spectacles scolaires de Bugsy Malone et écrivait des chansons le soir chez elle. Lorsqu'elle a commencé à enregistrer sa musique alors qu'elle était encore au lycée, elle n'a pas fait la promotion de ce travail précoce. Elle a d'abord traité ses morceaux comme un passe-temps, apprenant de ses erreurs et les publiant sur SoundCloud où elle n'avait presque pas de public. J'ai commencé la musique et dit à mon ami « Je vais devenir grande et célèbre ». C'est en quittant la maison pour l'université que Pink Panthers a compris qu'elle voulait vraiment faire carrière dans la musique. À l'Université des Arts à Londres, elle a étudié le cinéma et adoré le montage, surtout pour réaliser des montages de fans de ses artistes préférés comme BTS. Peu à peu, sa musique prit une place croissante dans sa vie jusqu'à ce qu'elle décide de partager ses talents avec le monde. La carrière de Pink Panthers a débuté surtout grâce à TikTok, mais pas comme on pourrait le penser. Ces dernières années, elle a utilisé cette plateforme pour connaître un succès inédit, mais sa première vidéo virale montrait Post Malone signant un autographe à un fan près d'elle. Au moment où Pink Panthers s'apprêtait à dire sans doute la chose la plus gênante qu'elle pouvait imaginer. Je ne peux pas. Désolée, je viens de penser que j'ai pété. Excuse-moi si tu l'as remarqué. Si tu ne me crois pas, c'est elle qui s'excusait d'avoir un peu de gaz. Elle a déjà évoqué ce moment embarrassant. Ayant compris la puissance de TikTok, elle comptait s'en servir pour partager sa musique en publiant anonymement des extraits de son style mêlant pop, garage, drum and bass et influence jungle. Sans oublier des samples de morceaux des années 90 et 2000 maintenant, ses premiers téléchargements ont été publiés pendant Noël 2020 sous le pseudo sous lequel nous la connaissons aujourd'hui, Pink Panthers. Un surnom tiré d'une réponse qu'elle avait donnée dans le jeu télévisé britannique The Chase. À l'origine, elle comptait simplement utiliser le nom Panthers, mais
elle s'est rendue compte qu'il y avait déjà quelqu'un en ligne qui utilisait ce surnom. Elle a donc dû ajouter Pink devant. Panterescar, j'avais entendu ce nom dans un jeu télé où l'on demandait comment nommer une panthère femelle. J'ai trouvé ça génial. J'ai voulu l'utiliser comme nom d'utilisateur, mais il était pris, alors j'ai ajouté Pink devant. Son premier extrait, un morceau disco-funk rétro intitulé Just a Waste, samplait Off the Wall de Michael Jackson. Mais la première chanson qui a vraiment bien marché pour elle, c'était Pain, sorti en janvier 2021, un morceau qui sample le hit garage de 2000 Flowers de Sweet Female Attitude. Alors, quand elle a mis en ligne Pain, avec le Panthère, elle s'était fixée comme objectif de créer une nouvelle chanson chaque jour. Grâce au succès de Just a Waste, elle a compris que TikTok pouvait l'aider à grandir plus vite que toute autre plateforme et voulait en profiter. Elle a expliqué à NPR « Je consacrais environ 1 heure chaque jour après l'université à écrire une boucle de 20 secondes qui semblait pouvoir devenir quelque chose de plus long. » Pen était simplement l'une d'elles. Elle a ensuite signé avec Parlophone, Elektra et a sorti d'autres succès viraux comme Break It Off et Passion. Je veux juste t'entendre dire « je t'aime ». Maintenant, dans presque tous ces cas, alors que Panteress, avec ses chansons imaginatives, lyriques et percutantes, eh bien, elle ne dépassait jamais la barre des 2 minutes, ce qui en faisait la durée parfaite pour cette nouvelle ère de musique sur TikTok. En fait, lorsqu'elle a finalement sorti sa première mixtape To Hell With It en octobre 2021, eh bien, même ce projet ne durait qu'à peine 19 minutes au total. Au cours de l'année suivante, Panteress allait collaborer avec d'autres artistes comme Muramasa, Lil Uzi Vert et Shy Girl sur le single intitulé Baby Cakes, ainsi qu'avec la fille de Will Smith, Willow, sur Where You Are. À la fin de 2022, elle a sorti son premier EP intitulé Take Me Home, qui comprenait son prochain tube viral, Boy's a Liar, un morceau qui aborde ses inquiétudes face au fait de grandir et d'affronter l'âge adulte. Elle a confié à NME « Honnêtement, je ne veux pas vieillir. Je suis très désorganisée. Je ne suis pas paresseuse, mais je ne sais rien gérer. Je n'aime pas non plus aller à des événements. Sincèrement, ramenez-moi simplement à la maison, laissez-moi m'allonger dans mon lit et laissez-moi dormir. » Mais même si elle peut ressentir cela, eh bien, si Pink Panteress cédait toujours à ses tendances antisociales, alors elle n'aurait jamais eu l'occasion de réaliser un rêve d'enfance, se produire aux côtés de l'une de ses idoles de jeunesse. En octobre de l'année dernière, l'ambition de Pink Panteress s'est réalisée lorsqu'elle a été invitée à se produire aux côtés de Paramore lors du festival Austin City Limits Music Festival. Lorsque Pink Panteress a vu Paramore pour la première fois il y a toutes ces années, cela l'a inspirée à poursuivre sa propre carrière musicale. Elle ignorait que moins de 10 ans plus tard, elle serait sur scène à leur côté en train de tout déchirer. Après ce moment fort de sa carrière, Pink Panteress s'est associée à une autre sensation musicale virale, Ice Spice, pour sortir un remix intitulé Boy's a Liar Part 2. Cette collaboration est née après que Pink Panteress a vu que Ice Spice la suivait sur Instagram. Elle a envoyé un message privé à Ice Spice pour lui dire qu'elle aimerait la rencontrer si elle venait au Royaume-Uni. Une fois qu'elles se sont rapprochées grâce à leur appréciation mutuelle de leur musique, elles ont décidé de collaborer et le résultat, eh bien, c'était un autre véritable succès pour toutes les deux. En ce qui concerne son avenir, eh bien, Pink Panteress prévoit avant tout de continuer à se dépasser en tant que musicienne. Elle envisage d'expérimenter d'autres styles musicaux prochainement et prévoit de sortir son premier album studio avant la fin de l'année. Elle a toutefois précisé à NME « Je ne peux rien planifier ni le faire simplement. Il faut que ce soit, sans vouloir être cliché, une question de ressenti. » Que Panteress ressente ou non cette émotion à temps pour sortir un album en 2023, il ne nous reste qu'à attendre. Benson Boone, j'ai 18 ans et je viens de Monroe, dans l'État de Washington. Benson Boone est né le 25 juin 2002 dans la petite ville de Monroe, dans l'État de Washington. Aujourd'hui, la population est d'environ 20 000 habitants et ses parents s'appellent Nate et Carrie Boone. J'ai retrouvé ses parents dans une vidéo YouTube où ils évoquent emmener d'autres enfants randonner en montagne, ce qui semblait assez dangereux. Le cycle est revenu pour le groupe suivant de garçons qui devaient gravir le mont Hood et le mont Rainier. Et c'était un groupe de garçons vraiment différents. Alors, le jeune Benson, eh bien, il a grandi avec 4 sœurs, étant l'enfant du milieu, ce qui veut dire qu'il était entouré de 2 filles plus âgées et de 2 plus jeunes que lui. Je crois avoir trouvé la page LinkedIn de sa mère, qui est enseignante remplaçante dans le comté de Monroe, ce qui montre que Benson vivait dans une ville si petite que sa mère pouvait facilement être sa professeure remplaçante. En fait, j'ai aussi trouvé cette vieille photo de Benson avec sa mère, et il semble qu'il faisait du bénévolat local en 2017. Le gamin a peut-être tout supprimé de son Instagram, mais j'ai quand même pu trouver cette photo miniature. Ouais,
Benson a étudié au lycée Monroe, faisant partie des équipes de tennis et de plongeon. En terminale, il a fini 6e, ce qui n'est pas exceptionnel, mais pas mauvais non plus. Après tout, c'est une petite ville. On aurait pu espérer une 3e place, mais bon, ce n'est pas grave parce qu'il a trouvé le succès ailleurs. Et c'est quelque chose qui est presque arrivé par accident. Il a découvert qu'il avait un don naturel pour le chant simplement parce que quelqu'un a dit qu'on avait besoin de quelqu'un pour chanter et il a levé la main. L'histoire raconte que Benson a découvert son talent musical quand un ami lui a demandé de jouer du piano et chanter au concours Battle of the Bands de leur lycée. À l'époque, il était en avant-dernière année de lycée et n'avait presque aucune expérience en chant. Je vais le laisser expliquer. C'était clairement mieux que ce que je pensais, mais ce n'était pas du tout génial. C'était suffisant pour une performance de groupe au lycée. Tu sais, je dois dire que ça a surpris tout le monde quand il a chanté et qu'il était plutôt bon. Je veux dire, même ses parents n'avaient aucune idée que leur fils savait chanter. Sa mère, Carrie, a dit aux infos locales « Nous étions assis au premier rang. Nous étions tous suspendus à ce qu'on allait entendre parce qu'il n'avait vraiment jamais chanté en public et il ne chantait pas du tout devant nous. » Maintenant, sa mère, Carrie Boone, a aussi déclaré « Nous étions juste stupéfaits, la mâchoire décrochée, genre « Mon Dieu, waouh !» À partir de là, il a commencé à s'entraîner davantage au chant. Il a aussi tâtonné avec le piano, mais ce n'est que lorsque ses amis l'ont encouragé à commencer à publier du contenu sur TikTok que les choses ont vraiment commencé à tourner en sa faveur. Grâce à sa voix pleine d'âme et son charisme, Will a captivé des millions de personnes. Et en seulement quelques mois, son compte TikTok a explosé pour atteindre 1,7 million d'abonnés, tout cela pendant qu'il découvrait encore son registre. Tout s'accumule pour donner l'impression d'une immense chorale, alors qu'en réalité, c'est juste moi. Je suis tellement dur. En 2022, Will Benson s'est fait remarquer nationalement en auditionnant pour American Idol. Il a tant impressionné qu'il a reçu un ticket d'or pour la semaine à Hollywood. Les juges étaient impressionnés par ce jeune homme qui utilisait un micro pour la première fois. Mais il y a un rebondissement dans cette histoire, car de nulle part, Will Benson a décidé de se retirer de la compétition. Il a invoqué des raisons personnelles et le désir de trouver sa propre voix musicale. C'était un geste audacieux, mais cela a clairement porté ses fruits. Ce jeune homme ne joue pas seulement du piano, mais aussi de la batterie et de la guitare. C'est un vrai homme orchestre. Mais il s'avère que le jeune homme avait un petit tour dans sa manche. L'un de ses propres idoles, le chanteur Dan Reynolds du groupe Imagine Dragons. Il a vu le potentiel du jeune Benson Boone et il l'a signé chez Night Street Records, qui est soutenu par Warner vers 2021. Cette collaboration a mené à son premier single à succès, Ghost Town, qui a explosé dans les classements et a récolté des millions d'écoutes. La voix pleine d'âme de Benson et ses paroles sincères continuent de toucher les fans, et il a enchaîné avec d'autres singles comme In the Stars, qui est rapidement devenu un favori du public. Sa musique, c'était avant tout créer un lien avec les gens à travers des émotions brutes et des histoires auxquelles on peut s'identifier. Et il attirait des fans aussi bien masculins que féminins. Ce gamin était un véritable phénomène. Aujourd'hui, Benson Boone continue sur sa lancée avec des fans dévoués partout dans le monde et de plus en plus de gens découvrent sa discographie. Son dernier titre, Beautiful Things, est le fruit d'une nuit blanche où il a tout donné et assemblé ce morceau unique en son genre. Actuellement, la chanson compte plus de 130 millions de vues sur YouTube et elle a atteint la première place des classements au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en France, en Irlande, en Norvège, au Royaume-Uni et elle est considérée comme la chanson numéro 1 dans le monde. Cela a permis à Benson Boone de se faire un nom comme future star de la musique et il semble qu'il ne fait que commencer. Félicitations pour son succès. C'est une histoire fantastique d'une personne qui ne savait même pas qu'elle était un bon chanteur ou qu'elle avait reçu une formation professionnelle. Elle a simplement découvert ce talent en elle. Du jour au lendemain, elle devient célèbre sur Internet. Ensuite, elle participe à American Idol. Puis, elle devient trop grande pour American Idol. Et elle est prête à dominer les classements. Ça doit être agréable d'être Benson Boone en ce moment. Quand j'étais petite, pour une raison quelconque, je voulais être actrice ou mannequin. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en avais vraiment envie. Conan Gray est né le 5 décembre 1998 à Lemon Grove, en Californie, d'un père irlandais et d'une mère japonaise. Maintenant, avec son père dans l'armée, Conan a déménagé de nombreuses fois au début de sa vie, y compris à plusieurs endroits autour de la ville de San Diego. Quand Conan avait 3 ans, ses parents se sont séparés. Mes parents sont divorcés. Ils ont divorcé quand j'avais 3 ans, donc j'y suis habituée maintenant. À 3 ans, je me souviens que c'était très difficile pour moi. Le divorce a fait que Conan a souvent déménagé, parfois jusqu'à Hiroshima au Japon, pendant quelques années pour se rapprocher de la famille de sa mère. Après avoir vécu là-bas et appris à parler japonais, une compétence qu'il finirait par perdre avec le temps, lui et sa famille sont retournés en Californie et ont déménagé de l'Arizona au Texas.
Au moment où il s'est installé à Georgetown, au Texas, eh bien Conan avait déménagé au total une douzaine de fois, dont 3 fois rien qu'en 6e année. Arrivé au Texas, Conan se sentait un peu à l'écart à cause de ses origines métissées. Il a dit aux gens « Être élevé en tant que métisse dans une ville principalement blanche m'a surtout fait me sentir comme un étranger quand j'étais enfant. Je ne savais pas où était ma place. Je ne me sentais pas à ma place avec les enfants blancs qui disaient « Tu es asiatique ?» Je répondais « Oui, et alors ?» Dans une ancienne vidéo sur sa chaîne YouTube, Will Conan explique qu'il était à une époque l'un des 5 enfants asiatiques de son école. En gros, non seulement Conan était toujours le nouveau, mais il était aussi en quelque sorte un outsider. À cause de cela, Conan s'est replié sur lui-même, devenant timide et plus observateur que participant au monde. C'était difficile, comme peut l'être pour un enfant de cet âge le fait de devoir manger seul à la bibliothèque. Vous avez donc beaucoup de temps pour réfléchir aux grandes questions de la vie. Cette nature a permis à Conan de devenir un auteur-compositeur accompli et perspicace. Il a confié à Billboard « Aujourd'hui, je suis très reconnaissant d'être qui je suis, mais enfant, j'étais très perdu. » Cette confusion et ce temps passé en retrait à observer la vie des autres en banlieue blanche ont fait de moi un auteur-compositeur. J'en suis reconnaissant. L'esprit curieux et la curiosité naturelle de Conan l'ont amené à tenter sa chance sur YouTube alors qu'il était à peine adolescent. Il publiait de courtes vlogs aux titres amusants et écrivait des chansons en ligne, mais personne ne s'y intéressait, ce qui ne dérangeait pas Conan. Il faisait ce qu'il aimait et avec une enfance aussi solitaire que la sienne, eh bien, il avait l'impression d'avoir beaucoup de choses à dire. J'ai créé cette chaîne YouTube il y a quelques jours. Cette chaîne était censée me servir à faire des vlogs au hasard et des trucs comme ça. Chanter avait toujours été quelque chose que Conan faisait pour s'amuser tout au long de sa vie, et il créait des paroles à partir de n'importe quel sujet. Il est presque certain que sa sœur a une vidéo sur son vieux téléphone à clapper, où, à 6 ou 7 ans, il chante une chanson sur des toilettes, pleine de blagues sur le caca. Mais, vous savez, en grandissant, eh bien, il s'est mis à reprendre les chansons populaires des autres, et finalement, il a aussi commencé à présenter ses propres morceaux. Avec l'âge, il a perfectionné ses compétences et s'est inspiré d'artistes comme Taylor Swift pour devenir un meilleur auteur-compositeur. En parlant de Taylor aux gens, il leur disait « Je le répète tout le temps, mais Taylor a vraiment été la personne qui m'a tout appris sur la pop et l'écriture de chansons. Elle sait comment raconter une histoire. » Quiconque écoute une chanson de Taylor Swift sait qu'elle excelle à raconter des histoires. Lorsque Conan a fini le lycée, il avait déjà une base d'environ 100 000 fans fidèles sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas suffisant pour connaître un succès total, mais juste assez pour rendre l'obtention d'un tube viral beaucoup plus facile, ce qui est exactement ce qui s'est passé ensuite. En 2015, il a enregistré le morceau Idle Town en utilisant un micro bon marché, GarageBand et YouTube pour des tutoriels de production. La vidéo du morceau, Conan l'a réalisée avec sa meilleure amie Ashley. Eh bien, tout à coup, elle est devenue virale. Cette même semaine, il a mis en ligne Idle Town. Il s'est fait expulser de la maison où il vivait, alors il est allé vivre chez des amis. Et ce n'est pas longtemps après que les maisons de disques ont commencé à l'appeler. Alors, Conan a pris l'argent qu'il avait déjà gagné grâce à Idle Town, et avec une bourse pour l'UCLA, eh bien, il est retourné en Californie. Il a fréquenté l'UCLA pendant 2 mois avant d'abandonner et de signer avec Republic Records. En 2018, il a sorti son premier EP, Sunset Season, avec la version originale de son tube produite dans sa chambre. Il a ensuite tourné en Amérique et en Europe. Durant cette période, Conan a travaillé dur, écrivant chaque jour une nouvelle chanson pour préparer son premier album, Kid Crow. L'une des chansons de l'album, Heather, est vite devenue virale sur TikTok. Conan a écrit cette chanson à propos d'une fille avec qui il était au lycée, dont il était jaloux parce qu'elle était en couple avec la personne dont Conan était amoureux. Conan ne pensait pas que beaucoup de gens allaient, vous savez, s'identifier à ce morceau. Mais si l'on en juge par sa popularité, eh bien, c'était une grosse erreur de sa part. En ce qui concerne la suite pour Conan, eh bien, malgré sa popularité actuelle, je parierais qu'il ira encore plus loin. Même sa mentor, Taylor Swift, commence à remarquer à quel point ce jeune homme est talentueux. Mais son objectif final pourrait surprendre. Il a déclaré à W « J'ai beaucoup de rêves, mais j'essaie de vivre au jour le jour car tout va très vite. J'espère continuer à faire de la musique et que les gens s'y reconnaissent. Au final, je veux écrire mes chansons, puis disparaître et que tout le monde m'oublie. C'est vraiment mon souhait.